Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, vous vous demandez pourquoi j'interviens en lieu et place d'Alain Bosetti, l'organisateur de ce salon. C'est parce qu'il m'a dit qu'il souhaitait que je le remplace, non pas qu'il se sente pas très bien, mais parce que il se sent très bien, il confirme. Et il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai inauguré ce salon, je m'en souviens très bien, pour la première fois en 2008. Ça ne nous rajeunit pas, mais à l'époque, j'étais donc ministre en charge des PME, commerce et de l'artisanat, et je venais de porter sur les fonds baptismaux le statut de l'auto-entrepreneur. Le statut de l'auto-entrepreneur démarrait au 1er janvier de 2009. Et en octobre 2008, je suis venu ici, au Palais des Congrès, ça n'a pas changé, et j'ai constaté combien, d'abord, la vraie vie se déroulait plutôt ici. Il y avait là des véritables micro-entrepreneurs, des gens qui avaient un projet, qui voulaient le mener à bien, et c'était pour moi quelque chose de très réconfortant. Et puis il y avait aussi un stand de l'Agence pour la création d'entreprises qui présentait le statut de l'auto-entrepreneur. Et ce stand était pris d'assaut. Il y avait une véritable cohue qui venait s'informer pour savoir si ce statut allait vraiment permettre de simplifier la création d'entreprises. Et je peux dire que d'une certaine manière, Alain Bosetti m'a fait prendre conscience que nous allions pouvoir accompagner les créateurs, faciliter le démarrage d'une activité, et c'est chez lui que j'en ai pris la conscience, et je voulais, de ce point de vue, mon cher Alain, te remercier et te rendre hommage, et je voudrais que vous l'applaudissiez, parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a 20 ans, Alain Bosetti a créé ce salon de la micro-entreprise à une époque, c'est moins vrai maintenant, mais à une époque où on voyait l'entreprise comme une grande entreprise, forcément, comme s'il y avait une génération, hop, on était grand. Mais non, pas du tout. On a démarré très petit pour construire le développement des entreprises, et c'est cela le thème de cette conférence. Eh bien moi, après avoir été ministre, je suis redevenu entrepreneur. Et je trouve que c'est très bien, car j'avais été entrepreneur avant et je suis redevenu entrepreneur après. Il se trouve que j'avais vendu mon entreprise, donc j'en ai créé une autre avec quelques associés sur ce qui va révolutionner durablement l'économie de notre pays comme de toutes les économies, à savoir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors ça s'appelle Wikipme. Wikipme, c'est quoi? C'est simplement la rencontre des entrepreneurs qui souhaitent s'informer, qui souhaitent dialoguer avec d'autres entrepreneurs, qui souhaitent voir des services leur être rendus et qui souhaitent enfin avoir une expression collective. L'entrepreneur, vous le savez toutes et tous, il est isolé. Et encore plus demain, parce que demain, il y aura une explosion de l'initiative individuelle à travers l'entrepreneuriat. Et le micro-entrepreneur, le travailleur indépendant, sera de plus en plus présent en France, comme il est présent partout dans toutes les sociétés dites de services. Et c'est bien naturel qu'une société de services ait besoin et recours à des personnes qui vont rendre des services. Et on voit bien qu'on est à une croisée des chemins. Et le statut de l'auto-entrepreneur 2008, eh bien, depuis, vous l'avez vu et vous le constatez, les micro-entrepreneurs sont le plus souvent maintenant sur le devant de la scène. Alors tout n'est pas simple, tout n'est pas facile, et c'est en prenant conscience de cet isolement de l'entrepreneur individuel que j'ai créé Wikipme. Alors Wikipme, je l'ai dit, c'est une plateforme, la première plateforme numérique des entrepreneurs de France. C'est ça l'ambition, c'est ça
l'objectif et j'espère que nous allons le remplir. Notre objectif, c'est 100 000 entrepreneurs comme vous dans cette salle inscrits sur Wikipme. Alors, je vous rassure tout de suite, même si vous n'étiez pas très inquiet, c'est gratuit. Donc, on peut s'inscrire maintenant et comme on ne sait jamais combien de temps ça va durer, je vous donne au moins quelques mois. Inscrivez-vous parce que dans quelques temps, peut-être, rendrons-nous une partie de notre site payant par abonnement. J'entends, je souhaite qu'à la fin de l'année 2016, nous soyons 100 000. Nous avons aujourd'hui une newsletter sur le site qui est envoyée à 50 000 abonnés. C'est pour nous un objectif premier atteint, mais nous voulons aller plus loin. Pourquoi ? Parce que les services que nous entendons rendre sont des services qui s'améliorent au fur et à mesure du nombre d'inscriptions sur le site. Wikipme, c'est la volonté, comme c'est un wiki, que plus il y a de gens qui vont sur le site, qui dialoguent sur le site, mieux les réponses sont trouvées. Et la géolocalisation que nous avons mis sur Wikipme permet le dialogue, j'allais dire, presque à domicile, près de chez vous. Et cette géolocalisation est d'autant plus efficace, bien sûr, qu'il y a d'abonnés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés un objectif très ambitieux. En 2 mots, je suis convaincu que la communauté des entrepreneurs, ce que vous représentez, qui n'a pas aujourd'hui sur Internet la solidarité qui lui convient, l'empathie qu'il lui faut, cette communauté, il faudra la créer. Vous en avez besoin, car les réseaux sociaux, et c'est ma conviction que j'en suis sûr vous partagez, les réseaux sociaux vont prendre une importance de plus en plus grande dans l'activité de toutes celles et ceux qui veulent entreprendre. Et ces réseaux sociaux, ils sont pour vous, pour nous bien sûr, à Wikipme, mais pour vous, une gigantesque opportunité parce qu'ils réalisent ce qu'on n'a pas réalisé au cours des siècles, ou au moins depuis 2 siècles, à savoir la rencontre entre une offre et une demande près de chez nous, près de chez vous. Cette capacité, ou près de chez vous, ou très loin de chez vous, cette capacité de rencontre entre l'offre et la demande, ce sont les réseaux sociaux qui vont l'offrir dans les années qui viennent. Et c'est cette opportunité qui vous est offerte que j'ai souhaité, comme ancien ministre créateur de ce statut, mais surtout convaincu que le travail indépendant va se développer, c'est cette opportunité qu'il vous faut maintenant saisir pour que, comme l'indique cette conférence, de très petit, vous puissiez grandir. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle chance dans votre parcours d'entrepreneur individuel et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. C'est vrai que vous, aussi bien qu'Alain d'ailleurs, qui est en train de s'enfuir là-bas, Alain Bosetti, fondateur de ce salon, je dirais combien de vocations n'avez-vous pas créées entre le statut d'auto-entrepreneur et puis ces salons. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence inaugurale. Donc, micro-entreprise devenue grande, hein, je crois que c'est l'objectif que vous avez tous, très probablement. Mon nom est Christine Cardellan, je suis directrice adjointe de la rédaction L'Express et directrice de la rédaction L'Expansion. Mais ici, je me sens surtout légitime pour avoir fondé des journaux, l'entreprise en solo, dont se souviendront peut-être des gens qui étaient il y a 15 ans déjà dans le business, Newbiz, qui était le magazine de la nouvelle économie, qui est une sorte de capital pour les startups. Et puis, plus récemment, Art Magazine. Là, j'étais vraiment entrepreneur. Aujourd'hui, ce journal ne m'appartient pas. C'est un peu le devenir de la plupart des entreprises. Mais il existe toujours. C'est déjà ça. Je viens prendre avec vous une bouffée d'optimisme et d'oxygène. Et je compte sur nos intervenants pour la transmettre.
avant de vous les présenter, je voulais juste vous dire que cette conférence est enregistrée en audio et sera écoutable sur le site du salon dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, ils ont eu une idée, ils ont tenté l'aventure, seuls ou quelques salariés, et ils ont grandi pour devenir ces PME qui rayonnent aujourd'hui dans toute la France, voire à l'étranger. Alors, comment est-ce qu'ils ont eu leur idée ? Comment ils sont passés du stade 1, 2, 3 au stade de 20, 30, 40, 50 ? Comment se sont déroulés les premiers mois, les premières années ? Combien de temps s'est déroulé avant que l'entreprise décolle vraiment ? Qu'est-ce qui a accéléré leur business ? Quelles erreurs ils ont faites ? Quels conseils ils donneraient aujourd'hui à ceux qui se lancent ? Voilà toutes les questions que nous allons leur poser et dont nous espérons des réponses, je dirais, concrètes, pratiques, utiles, parce que c'est vraiment l'idée ici, c'est que vous puissiez repartir avec de vraies idées, et que vous ayez entendu des vrais conseils et qui puissent vous éviter quelques erreurs. Alors, je vous les présente très rapidement. À côté d'Hervé Novelli, Vincent Ricordo, cofondateur de KissKissBankBank, Henri de Maublanc, président de Clarisse SA et coprésident d'Aquarelle.com, Sandra Legrand, fondatrice et présidente de Calidea, qui s'appelait autrefois Canal CE, si je ne m'abuse, Catherine Neresis, cofondatrice de PAP, particulier à particulier, Nathaniel Wright, président de Wall Street English, qui s'appelait autrefois Wall Street Institute, et enfin Benoît Lahaye, président et fondateur du réseau de franchise Attila System. Alors on va commencer avec Vincent Ricordo. Donc vous êtes entrepreneur autodidacte depuis l'âge de 18 ans. Vous avez dirigé pendant une dizaine d'années des régies dans des grands groupes de presse. Vous défendez l'idée d'un changement radical du mode d'organisation de nos sociétés par une troisième révolution industrielle qui serait fondée sur la puissance d'Internet et sa structure en réseau pour établir une économie mondiale plus circulaire. Alors, vous avez lancé KissKissBankBank en septembre 2009. Et donc, vous avez pour cela rejoint les pionniers mondiaux du crowdfunding avec Omblin et Adrien, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure. Et vous contribuez à ce formidable élan que représente aujourd'hui, bien sûr, l'économie collaborative. Vous êtes leader européen et vous avez lancé HelloMercy.com en avril 2013 pour vous positionner sur le segment du prêt entre particuliers. Alors, comment a commencé votre aventure ? Bonjour à tous. Je suis toujours ravi de rencontrer des assemblées comme ça d'entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs. Et donc, nous, on a lancé KissKissBankBank en 2009. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une société qui édite des plateformes de financement participatif. Donc, on a lancé une première plateforme en 2009 qui s'appelle donc KissKissBankBank, qui est une plateforme dédiée aux projets créatifs, artistiques, culturels et innovants, qui fonctionne sur une logique de don contre don. On a lancé une deuxième plateforme l'année dernière qui s'appelle HelloMercy, une plateforme de prêt entre particuliers pour des projets perso ou pour des projets professionnels. Et on a lancé une troisième plateforme donc en début d'année qui s'appelle Lendopolis, qui est une plateforme où les PME de plus de 2 ans peuvent emprunter en direct auprès du public en rémunérant l'argent prêté de 5 à 12% par an. Voilà, donc on a une palette complète d'outils pour le financement participatif. On adresse donc toutes les typologies d'entrepreneurs ou de créateurs. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez rencontrer nos équipes, à aller sur notre stand ici qui est au niveau H3. Vous êtes des gens qui pourront vous renseigner et pour établir peut-être une connexion entre vos projets ou votre projet et l'une de nos plateformes. Alors, on a commencé, je rebondis sur ce que disait Hervé, on a ni plus ni moins eu un jour en 2007 une vision assez simple finalement. On n'a pas du tout eu l'impression d'inventer le fil à couper le beurre, loin de là. On s'est aperçu sur les premiers réseaux sociaux naissants, notamment à l'époque MySpace, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce site qui depuis a un petit peu disparu. C'est le premier gros réseau social où on a vu des artistes apparaître. Et autour de ces artistes, pour la première fois, grâce à ce système d'individu à individu, on a vu des gens s'agréger en tant que communauté autour de l'artiste en question, en disant « moi je l'aime pas, je l'aime ». On s'est dit que finalement, si autour d'un artiste indépendant en général, il y avait 50, 100, 200, 300, 500 personnes qui suivaient l'artiste, peut-être que si on demandait à ces gens-là de financer la carrière de l'artiste, alors peut-être que du coup, on arriverait à créer quelque chose de nouveau pour financer la culture. Donc ça, c'est en 2007. Il y a plusieurs plateformes, plusieurs idées dans le monde qui ont grandi en même temps. On s'est lancé parmi les premiers dans le monde. Et on est parti donc sur cette logique-là. Comment, entre nous, directement entre individus, en squeezant les intermédiaires classiques, c'est-à-dire sans les banques, sans les labels, sans les producteurs, sans les télés, comment est-ce qu'on pourrait financer la culture directement d'individu à un individu. Alors à l'époque, on nous a pris souvent pour des dingues.
On nous disait, mais c'est complètement utopiste, votre affaire, ça ne marchera jamais. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'en pleine crise, les gens se lèvent le matin pour financer les projets des autres? Ça ne fonctionnera jamais. Ne quittez surtout pas votre job pour faire ça. Et essayez de chercher une meilleure idée ou restez bien au chaud dans votre boîte. Donc du coup, si vous entendez ça un jour, dites-vous que c'est bien parti. C'est que si vous trouvez plus d'une dizaine de personnes qui trouvent que votre idée est bidon, c'est qu'elle est sûrement bonne. Donc surtout, ne baissez jamais les bras et ne prenez le pouls des gens qui vous entourent que pour les gens qui sont optimistes. Les gens qui sont négatifs, laissez-les de côté. Ils vous amènent rien, sauf, pour les plus costauds d'entre nous, une envie encore plus profonde et plus réelle de réussir. Ensuite, on a développé notre idée d'origine, puisqu'on adresse avec KissKissBankBank donc les artistes et les créateurs. Un jour, on s'est posé les questions suivantes. On s'est dit, mais est-ce que ça marche pour l'économie plus traditionnelle? Est-ce que si aujourd'hui, on peut se lever le lundi en ayant envie de soutenir un journaliste qui sort un web documentaire sur l'entreprise, par exemple, est-ce qu'on peut avoir envie de se lever le mardi, finalement, de prêter ou donner de l'argent à un projet perso ou un projet d'entreprise? Du coup, on a créé une deuxième plateforme pour ça qui s'appelle Hello Merci. Et sur Hello Merci, aujourd'hui, se financent des jeunes femmes qui montent des crèches, des commerçants qui ouvrent une boulangerie dans un petit patelin, quelqu'un qui veut faire le tour du monde et qui va financer son tour du monde grâce à ses amis ou sa communauté. On y trouve tout type de commerce et d'artisanat. Et c'est une plateforme où vous venez emprunter entre 10 000 et 15 000 euros et vous allez rendre ces 10 000 ou 15 000 euros sans intérêt. Donc sur KissKiss et sur Hello Merci, on est dans une logique de solidarité et d'empathie où la motivation première est de donner naissance à un projet qui nous intéresse. Alors ça marche assez simplement, les projets arrivent sur la plateforme, ils sont exposés, on les trie, nous, en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a à peu près un projet sur 3 qui passe favorablement nos grilles d'analyse et les conversations avec nos équipes. Après, on pose le projet sur la plateforme. Vous avez 30 jours pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et au bout des 30 jours, si vous avez atteint l'objectif, on vous envoie l'argent. Si au bout de 30 jours, vous avez loupé votre objectif, on rembourse les internautes gratuitement. Donc là, on est vraiment dans une logique d'empathie pure. Les gens qui viennent participer à vos projets sont d'abord les gens que vous connaissez, bien évidemment, que vous allez agréger autour de votre projet comme un premier cercle. Et puis petit à petit, les réseaux sociaux vont faire leur job. Et du coup, vos amis vont devenir, les amis de vos amis vont devenir potentiellement du coup des ambassadeurs de votre projet et participer à votre projet, ce qu'on appelle le deuxième cercle, et pour les projets qui sont très grand public. Alors du coup, vous allez potentiellement toucher des gens qui n'ont aucun rapport avec votre communauté. Donc ça marche par le biais de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Un créateur de projet, sa communauté, les réseaux sociaux qui grimpent, qui gonflent et qui vont du coup amplifier votre communauté. Donc voilà le fonctionnement de nos plateformes. Et la troisième, donc l'Endopolis, a une dimension un peu plus capitalistique, puisque là, les entreprises à qui vous prêtez de l'argent vous rémunèrent pour le faire. Donc là, on n'est plus uniquement dans une logique de solidarité, on est dans une logique d'investissement. On sait tous que l'argent qui dort en banque sert à peu de gens, sauf aux banquiers, et qu'aujourd'hui, il est le temps de reprendre le pouvoir sur notre argent, l'investir directement dans l'économie réelle, et donc de venir prendre un petit bout de notre épargne en choisissant les PME qui nous intéressent, en diversifiant notre portefeuille au maximum pour prendre un minimum de risques et potentiellement, du coup, être rémunéré copieusement pour l'opération, puisque entre 5 et 12% brut, on devrait arriver à du 4-5 net. 4-5 net, c'est 8 fois ou 10 fois ce que vous récupérez de votre PE. Voilà, donc c'est une palette, KissKissBankBank, c'est une palette complète d'outils pour vous, les entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes ici ou à aller visiter nos plateformes. On a forcément quasi tout le temps, en fonction de la typologie de votre projet, une solution à vous proposer. On appelle ça du financement participatif. L'utopie est passée. Les gens qui nous appelaient des utopistes il y a 6 ans nous appellent des visionnaires aujourd'hui. Vous voyez, en 2 secondes, on peut changer du tout au tout. Pourtant, on est resté exactement pareil. Mais c'est un marché qui est donc né en 2008, en 2009. C'est un marché qui a doublé tous les ans. On a atteint 35 milliards de dollars cette année en 2015. On est au mois d'octobre seulement, donc ça fera sûrement 36 ou 37. On est déjà le plus gros producteur indépendant de culture dans le monde. On va devenir, je pense, petit à petit le plus gros financeur des TPE, des PME dans le monde. On a financé plus de 2 millions de projets dans le monde. Et rien qu'en France, rien que pour nous, on a déjà dépassé les 40 millions d'euros. Vous voyez, fini l'utopie. C'est un système qui fonctionne d'individu en individu. Encore une fois, la logique de ce système est de se dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que les solutions viennent forcément des politiques ou viennent des institutionnels. On a une partie de la solution directement dans nos mains, avec notre créativité en tant qu'entrepreneur et potentiellement en tant que financeur, en tant que particulier. Et c'est un peu ce déclic-là que le financement participatif est en train de créer. Et c'est donc une dynamique qui est passionnante parce qu'au-delà des projets qui se financent, c'est une formidable machine à créer de l'optimisme, puisque les projets sont financés directement entre nous, directement entre individus, ce qui est devenu une force monumentale parce qu'en plus de l'argent que vous avez collecté,
vous retrouvez avec une communauté qui vous suit, une communauté qui vous pousse, une communauté qui devient ambassadeur de vous et de votre projet. Et c'est juste d'une fulgurance absolue au niveau confiance en soi. Donc, je vous invite encore une fois à étudier potentiellement cette solution pour vous. C'est en plein boom en France et dans le monde entier. C'est une véritable révolution au niveau financement et on n'en est qu'au tout début. La rampe vient juste de partir. Le magazine Forbes, que vous connaissez sûrement, qui est un magazine économique anglo-saxon, estime que le marché du financement participatif aura dépassé les 1000 milliards de dollars en 2020. Donc voilà ce que c'est que le financement participatif. Alors, deux questions. D'abord, la taille de la communauté pour l'instant, le nombre de gens qui sont susceptibles de passer par vos plateformes pour aller financer des projets. Ça représente combien de personnes aujourd'hui? On a une communauté de 800 000 personnes aujourd'hui. C'est 800 000 personnes. personnes. Dans le monde entier? Non, là je parle sur KissKiss uniquement. Sur nos plateformes à nous, il y a 800 000 personnes. En France, aujourd'hui, il y a déjà un Français sur 6 qui dit avoir participé, donné, investi ou prêté sur une plateforme de financement participatif. Dans le monde, je suis incapable de vous dire le nombre d'individus, ça représente forcément quelques milliards. Donc on est encore une fois en face d'un phénomène qui est absolument plus une espèce de un petit déclencheur à la mode, mais qui est une véritable lame de fond au niveau du financement, tout projet et tous azimuts. Ça remplace ce qu'on appelait autrefois la love money, c'est-à-dire l'argent autour de soi, mais ça va plus large. Oui, c'est une très bonne expression. C'est-à-dire que le love money, le financement participatif, c'est de love money numérique. C'est-à-dire que c'est une communauté qui s'agrège autour de votre projet que vous connaissez et qui va faire des petits par le truchement des réseaux sociaux et par le truchement du web. Donc, on peut appeler ça une tontine digitale ou de la love money digitale pour reprendre des systèmes plus anciens. Et encore une fois, l'avantage majeur, c'est que ça fait circuler l'argent beaucoup plus vite entre individus et mécaniquement, si on fait circuler l'argent beaucoup plus vite, l'économie s'en portera forcément mieux. Un des grands atouts, je crois, par rapport à des banques, si tant est que les banques aient financé les projets en question, mais un des grands atouts, c'est la rapidité, en fait. Entre le moment où le patron de PME vient vous voir et vous envoie son projet et le moment où il reçoit l'argent, il se passe très peu de temps, en fait. Alors, en moyenne, c'est 17 jours, mais je peux vous raconter une petite anecdote. Vendredi dernier, on a mis un projet sur Lendopolis, donc notre dernière plateforme, qui cherchait 32 000 € pour développer sa boutique. Je crois que c'est pour se remettre aux normes au niveau accessibilité. Donc, on l'a mis à 20h le vendredi. Et le samedi matin, lorsque je me lève, je check toujours un peu mes mails et je vois un mail du chef d'entreprise qui me dit « Il y a un bug sur votre plateforme parce que la collecte est déjà terminée ». Alors, je vais voir dans mon back-office et effectivement, il avait collecté donc 32 000 € en 3h10. C'est-à-dire entre le moment où le projet arrive sur la plateforme, le moment où on le qualifie, on y reviendra peut-être, c'est un peu plus long, mais le moment où la collecte est lancée, lui, il a mis son projet le vendredi, et le lundi midi, on lui avait envoyé les fonds. Donc, ce qui veut dire qu'en 3 jours, le chef d'entreprise en question a récupéré 32 000 €, ce qui est évidemment totalement imbattable, si on le compare en tout cas à la rapidité. Les gens payent par carte de crédit, j'imagine. Sinon, vous n'iriez pas aussi vite. On peut payer par tous les moyens, par PayPal, par carte de crédit, par virement. Pas par chèque. Sinon oui, on a parfois il nous arrive de recevoir des chèques encore. Vous savez qu'il y a des gens qui sont encore allergiques à Internet. Il y a encore des gens qui appellent ça des nouvelles technologies. Juste Internet est né en 69 quand même, donc il est temps que tout le monde se réveille. C'est pas du tout des nouvelles technologies. C'est déjà des technologies qui sont derrière. Mais malgré tout, on est plus ou moins à l'aise avec le système. Et il y a encore des gens qui hésitent à mettre le carte de crédit sur le web. Et donc du coup, parfois, on reçoit des chèques. En général, on les prend pas, sauf en dire cas de force majeure. Alors le risque, c'est pour les gens qui prêtent, mais ici on a plutôt dans la salle des gens qui se font prêter, donc peut-être le risque les intéresse moins, mais c'est le non-remboursement, bien sûr, c'est la faiblesse qu'on attribue souvent aux sites, aux plateformes par rapport aux banques, c'est le risque que l'argent ne revienne pas parce qu'il y a un projet sur 5, 6, 7, 8 qui ne sera jamais remboursé en fait. Non, là, vous n'avez pas des bonnes stats, mais pour le coup... j'ai dit 5, 6, 7, 8, comme ça, j'ai pas de... On reproche, non, c'est déjà beaucoup, sur 7 ou 8, 6... Aujourd'hui, justement, les banques ne prêtent plus parce qu'elles ne prennent pas de risque. Alors qu'en dessous d'un certain critère de risque, les banques ne prêtent pas. Alors, on ne va pas faire de l'anti-banque primaire, ce n'est pas le but, mais c'est un état de fait. Il y a une PME sur 2 aujourd'hui qui dit être peu, pas ou mal financée dans les banques. Donc, du coup, le financement participatif répond à cette carence-là. Et mécaniquement, vous parliez de love money tout à l'heure, mécaniquement, lorsqu'on investit dans un projet, que ce soit sous forme de don ou sous forme de prêt, il y a une notion de risque. Ça va avec. Donc du coup, il faut la prévenir au mieux. Ça, c'est le rôle des plateformes de sélectionner avec des critères assez stricts les projets. Et puis ensuite, pour les prêteurs ou pour les donateurs, il y a une logique de diversification de son portefeuille qui est clé. C'est-à-dire que si vous arrivez sur Lendopolis avec 5 000 € par exemple, évitez de prêter 1 000 € à 5 entreprises. Il vaut mieux dispatcher du coup par...
petite tranche de 100 € ou 200 € sur un maximum d'entreprises. Et du coup, plus vous allez diversifier votre enveloppe, et moins vous prenez de risques. Sachez que les plateformes anglo-saxonnes de prêt, qui sont matures maintenant, qui ont 5 ou 6 ans, pour les meilleures d'entre elles, le taux de défaut est 1%. Donc, ce n'est pas 1 sur 7 ou 1 sur 8, c'est 1 sur 100. J'espère qu'on aura les mêmes performances en France. Je dirais que jusqu'à 2-3%, le deal sera acceptable. Au-dessus, les plateformes qui seront au-dessus de 2 ou 3% résisteront pas, à mon avis, à l'histoire. Mais l'idée pour couvrir ce risque de 2 ou 3%, eh bien, il faut diversifier au maximum son portefeuille. Pour rebondir sur ce que vous disiez, celui qui prend le plus de risques pour moi, ce n'est pas tellement le donateur ou le prêteur, parce que lui, il le fait en connaissance de cause. Et encore une fois, s'il dispatche bien son argent, finalement, il y a peu de risques. Celui qui prend le plus de risques, c'est le créateur du projet. Parce que le créateur du projet, lorsqu'il vient sur une plateforme comme la nôtre, il est dans une optique et dans une posture psychologique qui est complètement différente de celle qu'il a habituellement dans le cadre d'un financement classique, parce que chez nous, on demande aux créateurs d'être 100% transparents. On leur demande d'exposer leur projet, on leur demande d'exposer leur compte, on leur demande un prévisionnel, on leur demande de répondre aux questions du public via un forum. Et en l'occurrence, il n'y a que si vous jouez le jeu de la transparence complète que les communautés suivent et viennent sur votre projet. Du coup, ça demande un effort important par rapport à un dossier bancaire qui peut se faire de façon unilatérale. Il faut être dans une logique de conversation, il faut être dans une logique de transparence qui est du coup plus risquée en termes de réputation, parce que en fait, il y a deux solutions chez nous. Soit vous réussissez votre collecte, soit vous la loupez. Alors bien évidemment, si vous réussissez votre collecte, c'est bingo à la fois en termes de temps et en termes de communauté. Par contre, si vous loupez votre collecte, c'est évidemment pas la fin du monde, mais ça veut dire quand même que vous êtes sanctionné par le public à un moment. Ça ne veut pas dire que votre projet est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais ça veut dire que dans votre faculté à le présenter au public, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça veut dire aussi d'ailleurs que nos équipes vous ont mal accompagné par le faire, mais ça fait partie du jeu, on n'accompagne pas bien tous les projets, on a aussi des défaillances comme tout le monde, mais notre équipe est là pour vous aider au maximum, et du coup, celui qui prend le plus de risques finalement en termes de réputation, c'est le créateur de projet. Mais qui dit nouveaux moyens de financement, qui dit rapidité, qui dit pas de caution, pas de garantie, mécaniquement, c'est que vous êtes dans une posture qui est plus risquée que d'aller voir un expert en silo derrière son bureau. Donc il faut accepter ce risque mutuel et considérer que ça fait partie du jeu. En phase de transparence, il y a confiance, et c'est vice-versa. La confiance ne fonctionne que si la transparence est complète. Alors, comme le contenu de votre produit, enfin de votre projet intéresse évidemment tout le monde, j'ai posé peu de questions sur vous, la manière dont vous avez grandi, dont vous êtes financé, mais je vais quand même vous poser cette question-là. Comment vous avez trouvé l'argent, puisque les plateformes n'existaient pas avant? Bien, écoutez, on a pensé déjà à l'époque, on s'est dit puisqu'on va se lancer, alors, ça n'avait pas de nom à l'époque, le nom financement participatif n'existait pas, le mot crowdfunding non plus, mais déjà à l'époque on disait bon, lesquels de nos amis vont pouvoir jouer ce rôle de Love Money. Donc on a financé le lancement du site en récupérant de la Love Money, 50 000 €. On a fait l'étude juridique. Là, clairement, les juristes nous disaient ah ben non, on n'y allait surtout pas, vous êtes en frontal avec les banques, vous allez vous faire exploser, surtout abandonner ce projet. Bon, on a, malgré l'avis des juristes, quand même continué. On a senti qu'on était en zone grise au niveau juridique. Mais comme il n'y avait pas de précédent, on s'est dit qu'il y avait sûrement une ouverture. Et puis très vite, avant de l'ouverture, passer les études juridiques, on a fait financer notre entreprise par un fonds d'investissement qui s'appelle Xange Private Equity, qui est l'ancien fonds de la Banque Postale, chez qui on a levé 750 000 € en avril 2009, et on a relevé chez eux en janvier 2011 750 000 €. Et depuis, on est break-even, comme disent les comptables, ou à l'équilibre. Donc, du coup, ce qui nous permet de continuer à développer l'entreprise. On est en Belgique maintenant, on est en train d'ouvrir le Canada et l'Allemagne. On est en train également de monter des antennes en province, on vient d'en ouvrir une à Lyon. Donc on est à la fois en développement horizontal, c'est-à-dire sur les segments du financement participatif, le don, enfin les projets culturels, les projets perso, les projets entreprises, et en même temps en développement plus vertical par plateforme pour essayer d'exporter nos marques et exporter nos modèles. Combien de personnes travaillent pour vous aujourd'hui? Alors c'est très fluctuant, là ça va très vite. Oui, parce que j'avais 10 sur mes chiffres, sur mes notes, mais j'imagine que c'est plus du tout ça. On était 12 en mars, on était 18 en juin, on est 24 là en octobre et on sera 30 en décembre. Voilà, ce sera le mot de la fin pour vous. Merci beaucoup Vincent. Alors, Henri de Maublanc, vous êtes président donc, de Clarisse SA et coprésident d'Aquarelle.com. Vous vous êtes développé donc dans l'Internet, le conseil en achat d'espace. Votre groupe réalise 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous employez 250 collaborateurs. Alors, auparavant, vous aviez dirigé le développement du Nouvel Ops, un concurrent de l'Express, fort sympathique. C'était il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps, mais je vais pas vous faire de mal pour autant.
La campagne française pour la Coupe de l'Amérique. Ça devait être c'est assez étonnant d'avoir travaillé là-dessus. Il y a longtemps aussi. Il y a longtemps aussi, mais j'imagine que ça laisse des souvenirs. Oui, surtout que c'est l'année où les Australiens ont pris la coupe aux Américains. Donc ah c'est oui, un donc souvenir grande année. extraordinaire, ouais. Ah oui. Et vous aviez débuté chez Exxon, et puis vous êtes diplômé donc de Polytechnique et de l'école des ponts. Donc vous êtes X-Pont. Alors, comment ça a démarré pour vous? Comment vous êtes devenu entrepreneur alors que vous aviez quand même pas le profil tout à fait pour le faire? Je crois que c'était une idée de votre frère au départ? Non, pas du tout. Ah. Non, moi, je suis entrepreneur depuis que je suis tout petit. Et quand j'avais 12 ans, j'avais développé des réseaux pour vendre des pullovers à mes copains de classe que j'achetais en masse. Donc, je crois que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes. Et quelle que soit l'idée qu'on peut avoir après pour construire une entreprise, il y a des gens qui ont les gènes d'entrepreneuriat qui fondamentalement sont des êtres qui ont besoin de liberté et de capacité à se développer. Et donc, en fait, quand j'ai terminé mes études, j'avais déjà monté deux entreprises, je faisais des jeux de société, des choses comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille travailler dans une multinationale tout de suite, sinon j'irais jamais. Et peut-être en allant voir ce que c'était qu'une multinationale, au lieu de taper du sucre sur les multinationales, comme on faisait dans les années 68-70 quand on était étudiant, j'y verrais des choses intelligentes. Donc j'ai écrit à General Motors et à Exxon, c'était à l'époque les deux plus grandes sociétés du monde, et le groupe Exxon m'a envoyé un télégramme en me disant « Votre candidature nous intéresse ». J'avais un CV déjà avec de l'entrepreneuriat dedans, j'avais produit des films et des choses comme ça. Et je ne regrette pas du tout, j'ai passé 3 ans dans le groupe Exxon. Et c'est en fait là que j'ai appris l'Internet, curieusement. Ça date d'il y a très longtemps. C'était en 1976, j'ai rencontré un des dirigeants du groupe Exxon, qui était un Français, patron de toute la zone Europe, Asie, et qui m'a parlé de la Société de l'information. La Société de l'information, dans les années 68-70, quand j'étais à l'école, j'allais au Collège de France écouter Yankelevitch ou Roland Barthes, qui nous faisaient des discours extraordinaires sur la société de l'information. Bon, moi, quand je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, je ne suis pas sûr qu'eux comprenaient très bien vers où on allait, mais on nous expliquait que la société post-industrielle allait être une société où c'est l'information qui allait devenir l'élément principal du développement économique. Et cette personne d'Exxon m'a dit demain, c'est la société de l'information. Et là, ça me paraissait un peu plus concret, puisque c'était quelqu'un qui était dans le business et non pas un philosophe. Et pour ça, on vous embauche et il faut faire de l'informatique. Moi, je détestais l'informatique. Je n'avais jamais voulu aller au cours d'informatique de ma vie. Et j'ai eu la chance d'apprendre chez Exxon l'informatique, en plus de voir ce que c'était qu'une grande multinationale. Et quelques années après, je leur avais dit aux gens d'Exxon, de toute façon, moi, je ne veux pas rester chez vous. Donc, quand on m'a proposé de diriger le défi français pour la Coupe de l'Amérique, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai rencontré après Claude Perdriel, qui m'a demandé de venir travailler avec lui au Nouvel Observateur. Et c'était le moment où le Minitel, qui a beaucoup été décrié, alors que je pense qu'une des raisons du succès des PME françaises aujourd'hui dans l'Internet, elles ne sont pas du tout ridicules, comme quelquefois on vous le dit, et justement cet investissement un peu à la française qui consistait d'avoir une vision stratégique sur l'avenir. C'était Giscard avec le rapport Nora-Mink, vous devez vous en souvenir, informatiser la France et les Français. Il fallait essayer que Mme Michu soit capable de rentrer plus tard dans la société de l'information. Donc je suis arrivé au Nouvel Observateur au moment où le Minitel se dépensait. Disons qu'on a un peu sauvé le Nouvel. C'est moi qui ai inventé 3615 Aline, donc il y en a des gens qui doivent connaître tout ça ici. Et c'est là que les premiers réseaux sociaux, finalement, se sont créés. C'est là qu'il y a toute une alchimie qui était drivée, si je puis dire, par ce qu'on appelait la DGT, la Direction Générale des Télécommunications, qui est devenue France Télécom après, qui avait fait un investissement massif et qui, finalement, servait de fonds d'investissement pour tout un tas de PME qui voulaient développer des services ou de la technologie. Et puis après, j'ai monté mes affaires dans les télécoms, un peu partout. Et puis,
les télécoms, c'était un business qui était quand même plus facile qu'Internet, hein, parce qu'on était payé quand même instantanément, et donc j'ai jamais eu de problème de banque. J'ai au contraire eu des problèmes d'avoir trop d'argent. Et un entrepreneur qui a trop d'argent, il ne distribue pas de dividendes. C'est pas du tout. Enfin, je pense qu'ici, les gens qui veulent être entrepreneurs, c'est pas pour distribuer des dividendes. Donc, quand vous avez de l'argent, vous cherchez des nouvelles idées. Et c'est à ce moment-là que mon frère, qui était dans le groupe Sanofi, chargé de financer des startups, un petit cours d'histoire 2 minutes. En 83, le président Mitterrand, tout d'un coup, s'est converti à l'entreprise. Pour ceux qui peuvent s'en souvenir, il y a eu une émission formidable avec Yves Mourouzi. Moi, j'étais un ami d'Yves Mourouzi, je le connaissais bien, où le président Mitterrand, qui venait de faire des nationalisations, tout un tas de trucs, expliquait que l'entreprise, c'était un lieu de combat, a complètement changé sa vision des choses. Et il disait d'ailleurs à la télévision, maintenant, je suis chez Bran. Vous devez vous souvenir de ça. C'est le grand virage de 83. Oui. On a lancé l'entrepreneuriat. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de fonds d'investissement, aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement, il y a des plateformes formidables comme celle de mon voisin, il y a beaucoup de moyens pour les jeunes entrepreneurs ou les plus âgés, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des gens qui sont en fait à la retraite, pour trouver de l'argent. À cette époque-là, il n'y avait rien du tout, et Mitterrand avait ordonné aux entreprises qui venaient de nationaliser, par l'intermédiaire de son ministre de l'Industrie, de finalement être des sortes de fonds d'investissement. Et les gens de Sanofi, Jean-François Dehecq et Rémi Sautier, qui étaient des très grands patrons, qui se souvenaient que 10 ans auparavant, quand ils étaient chez Elf Aquitaine, ils avaient été voir M. Chalandon, qui était le président à l'époque, en disant « La pharmacie, ça a de l'avenir, donnez-nous de l'argent, on va monter un groupe là-dedans ». Et ils s'étaient dit « Nous, on nous a permis de faire ça ». Donc, ils avaient embauché mon frère, qui était un énarque. Donc, au départ, il n'était peut-être pas forcément qualifié pour faire ça. Pour trouver des projets dans lesquels investir et créer de l'emploi. Et c'est comme ça qu'est né Aquarelle. En fait, mon frère me parlait de ses projets et il m'a dit, voilà, on pourrait faire comme Rothschild qui vient d'investir dans mon souffleur. Et la fleur est un business, ça a bien changé depuis, qui se développe beaucoup et qui est très créateur d'emplois puisque c'est de la distribution, etc. Donc c'est comme ça qu'est né Aquarelle. Et de mon côté, j'avais toutes mes affaires dans les télécoms, dans les logiciels, et tout ça, ça me semblait vachement compliqué. Je vieillissais, vous voyez, j'ai 64 ans aujourd'hui, donc je voyais tous les jeunes qui arrivaient, et je me disais, fou là là, les nouvelles technologies, même si elles sont déjà vieilles, elles vont changer, et je ne comprendrai plus demain. Donc il faut que j'investisse aussi dans des métiers plus simples. Et pour moi, acheter des fleurs et les revendre dans des magasins, ça me paraissait être un truc qui allait rester simple. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque en 94, c'est-à-dire 97, on avait 70 magasins, une cinquantaine de Noms de la Rose et une trentaine d'aquarelles. Et on ne gagnait pas d'argent. On n'en perdait pas parce qu'on faisait de l'immobilier. Pour ceux qui font du commerce, on arrive toujours à revendre un emplacement et dégager un peu de trésorerie en allant se mettre ailleurs, mais on n'avait pas créé une entreprise qui avait des potentiels de développement, soit en France, soit à l'international. On connaissait très bien Internet, puisqu'on avait, au travers de nos serveurs télématiques, en 94, quand vous faisiez 3615 quelque chose, une fois sur 3, ça arrivait dans nos ordinateurs. Vous faisiez 3615 Libération, ça arrivait chez nous, France 2, France 3, etc. Donc on avait non seulement une connaissance de la technologie, de l'interactivité, mais surtout, ce qui était plutôt nouveau en France, on avait une connaissance assez approfondie du marketing opérationnel qu'il fallait développer pour créer et développer des services interactifs. Vous savez, on dit souvent que les Français, ils savent faire des produits, ils ne savent pas les vendre. Une des raisons, c'est qu'on nous apprend à l'école, même quand on est petit, on vous dit toujours il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que c'est exactement le contraire. Il faut la vendre d'abord, et puis après, on se demande comment on va le tuer. Et c'est encore plus vrai dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que si on a la fibre entrepreneuriale, il faut se lancer, et puis après, on verra comment ça avance. Et Aquarelle.com est né en 1994,
95, 96, 97. Enfin, en gros, on a ouvert en décembre 97 avec comme projet de disrupter, un mot qui est devenu français à peu près maintenant, hein, le modèle Interflora. Interflora, qui était une société extraordinaire, hein, elle-même née d'une mutation technologique. Hein. L'histoire d'Interflora, c'est en 1910 ou 1911, les grands fleuristes de Berlin, dont les clients princes allemands ou russes avaient leurs femmes ou leurs amis sur la côte d'Azur en hiver, et qui, grâce au mandat télégraphique, ont développé un système qui permettait d'envoyer de l'argent à leurs fleuristes correspondants à Cannes, à Nice ou à la Napoule pour faire livrer des fleurs. Et nous, on s'est dit, ce système, on peut l'améliorer beaucoup. Avec Internet, on peut montrer non seulement la photo des produits qu'on fabrique, mais surtout, on peut montrer la photo des produits qu'on a fabriqués. Et Aquarelle est né de ça, grâce à l'internet. Aquarelle.com est né de cette capacité à construire un modèle de transmission florale où on fabrique les produits nous-mêmes et où on montre aux clients les produits qu'on a fabriqués. Alors, juste un conseil pour terminer. Comment on passe du stade d'idées, de petits projets, au stade d'entreprise énorme tel que vous l'avez conçu aujourd'hui? Aquarelle, ça reste c'est une petite société. Non, mais par rapport au salon des micro-entreprises, c'est plus une micro-entreprise en tout cas. Je crois qu'il faut avoir de la chance. Mais en même temps, comme disait Coluche, c'est toujours les mêmes qui ont de la chance. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais il faut quand même avoir de la chance. Et il faut surtout pas croire que quand on réussit, c'est parce qu'on est bon. Je crois que les gens qui réussissent, c'est souvent parce qu'ils ont une ténacité fantastique dans ce qu'ils essayent de faire et parce qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Nous, ce qu'on a fait dans les télécoms ou dans l'Internet, hein, on a fait aussi Mr. Good Deal, chapitre.com, mon album photo, donc on en a fait beaucoup des entreprises. C'est plus parce qu'on était au bon endroit, au bon moment, que parce qu'on n'était pas meilleur que d'autres. Et comment on sait qu'on est au bon endroit au bon moment? À part quand ça ne marche pas, c'est qu'on n'y était pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Et quelquefois, ça ne marche pas. D'ailleurs, le danger, quand on a eu quelques réussites, c'est de croire que ça va marcher à tous les coups. Et ça, ce n'est pas vrai du tout. Là. Merci beaucoup, Henri. On vous applaudit. Alors, Sandra Legrand, qui est à côté de moi, donc diplômée de l'IAE de Paris. Vous avez passé 11 ans chez Coca. Et puis, à 34 ans, vous êtes lancé en 2000, donc dans un projet novateur et ambitieux. Vous avez créé canalce.com, premier site dédié au comité d'entreprise. Et fort de son savoir-faire achat, service client, logistique, marketing, Canalce a dupliqué son modèle en devenant Calidea. Alors, avant de nous raconter tout ça, je précise que vous soutenez beaucoup la création d'entreprises. Hein. Vous êtes vice-présidente de Croissance Plus, membre du réseau Entreprendre, de Vox Femina, de Terra Femina, jury HEC Entrepreneur. On s'est croisés dans certaines de ces choses-là. Et marraine de 100 000 entrepreneurs, non pas de 100 000, mais de l'association 100 000 entrepreneurs. Et puis administratrice des sociétés Hologramme Industrie et Immédiat. Alors, comment vous avez débuté, comment vous vous êtes lancé, comment vous avez quitté le giron confortable pour créer une entreprise? Alors, bonsoir. Alors, peut-être juste un petit retour en arrière. Moi, j'ai fait beaucoup de petits jobs en étant étudiante, et notamment un qui m'a marqué chez McDonald's. Donc, c'était en 83. Les anniversaires enfants, aujourd'hui, ça vous paraît assez commun, mais c'était tout nouveau. Et en fait, j'ai quitté les frites et les hamburgers pour aller dans les salles, pour expliquer comment on allait faire manger des hamburgers à 4 heures à des enfants, aux mamans. Et c'est devenu un réel succès, puisqu'on en faisait 5 ou 6 tous les mercredis, samedis et dimanches. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, incroyable, comment on arrive à monter un projet de A à Z, avec beaucoup de conviction, d'énergie, d'envie, d'enthousiasme et puis de motivation. Et puis, voilà, je finis mes études et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas monter un business autour des enfants et des anniversaires enfants. Et puis, j'avais pas fini mes études. À l'époque, on parlait moins de création d'entreprise. Et j'ai fini mes études et j'ai eu la chance de rentrer chez Coca-Cola. Donc, cette idée avait un peu germé. Alors, je ne l'ai pas eu peut-être toute petite, comme toi. Mais voilà, ça avait commencé. Et je rentre chez Coca-Cola. J'ai la chance de faire plusieurs jobs pendant les 11 ans où je suis restée. Et notamment, j'ai fait des développements type
les concession stands, vous savez, popcorn, Coca-Cola, dans les cinémas, etc. Donc là aussi, des projets, puisque Coca-Cola laisse beaucoup la chance à l'intrapreneuriat. Donc on monte des projets, on développe des business et ça fonctionne. Et je regarde une émission sur Capital, donc arrivent les années 2000. Donc vous en rappelez tous, hein, les années 2000, les startups, les business angels, etc. Et puis, je vois pas mal d'amis chez Coca qui me disent ah ben nous, on part, on va monter une start-up. Ah, je dis bon, ben, j'avais jamais entendu ce mot. Et c'est quoi une start-up? Oh, ben, on monte quelque chose et au bout de 2 ans, on le revend 100 millions. Ah, ben c'est sympa. Moi aussi, je vais monter une start-up. Et mon mari chez L'Oréal revient en me disant oui, un tel est parti, monter Imo Street, etc. Et donc, je me dis tout le monde part pour créer des business incroyables. Est-ce que c'est pas le moment de repenser à cette idée de création d'entreprise que j'avais. Donc c'est vrai que j'étais chez Coca-Cola, j'avais fait aussi 2 garçons, donc voilà, mes garçons avaient 1 an et 3 ans à l'époque, et je me suis dit, il y a quand même un momentum là, cette énergie d'entreprendre, ces business angels, finalement on arrive à se dire qu'on va nous prêter de l'argent, mais quelque part, on n'est pas engagé, on ne met pas sa maison en caution, on donne une part de son capital. C'était la grande nouveauté des années 2000. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais effectivement, on mettait quelqu'un nous donnait 2 millions, 3 millions, on donnait un morceau de notre capital, mais on n'était pas forcément endetté. Et donc, je repense et je vois une émission sur Capital, comme quoi on a des déclics à un moment, et c'était des jeunes qui montaient un business, et puis en voix off, la caméra, les investisseurs disent on va mettre peut-être pas 10 millions de francs, mais 5 millions. Et là, je me lève et je me dis donc, ces 5 petits jeunes boutonneux là qui ont déroulé un business plan où je n'ai rien compris, s'ils lèvent 5 millions, pourquoi pas moi, voilà. Donc en fait, je dis toujours ça, j'ai eu l'envie de créer, donc j'ai déclenché cette envie avant même d'avoir l'idée. Donc il n'y a pas de bon sens, souvent on dit il faut la super idée pour après créer, ou il faut l'envie et l'idée après. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imaginé qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis chez Coca-Cola, je m'occupais de pas mal de marchés, notamment le marché de l'entreprise. Et dans le marché de l'entreprise, Coca met des distributeurs automatiques. Et ce sont les comités d'entreprise qui décident de mettre ces distributeurs automatiques. Et donc je regarde un peu ce marché. Je me dis, tiens, un CE, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est, etc. Et je vois que ce marché dépense quand même 14 milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas une toute petite niche, en loisirs, tourisme, enfin, achat, billets, cinéma, parc, spectacle, voyage, et puis tout le reste. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Et Internet, alors je me dis, tiens, pourquoi moi, je ne vais jamais au CE? Donc, j'étais cadre chez Coca-Cola, je n'allais jamais au CE parce que j'étais jamais dans les bonnes horaires, j'oubliais, j'avais un peu honte d'aller toc-toquer pour aller chercher mes 2 tickets de cinéma. Donc, je me suis dit, est-ce qu'Internet ne va pas faire un lien intéressant entre, d'une part, les partenaires fournisseurs, donc cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, et d'autre part, les comités d'entreprise et derrière les salariés. Donc, je décide de monter cette plateforme, qui était une plateforme de e-commerce, donc d'achat et de revente, hein, un peu comme toi, donc quelque chose d'assez... donc, c'est pour ça que là, je dis aussi, on peut avoir des modèles très rupturistes, comme notre premier orateur, ou avoir des modèles qui mettent en fait de la technologie, de la modernité et qui abordent en fait un marché d'une façon un peu différente. Et moi, j'ai abordé ce marché des comités d'entreprise, qui est un marché qui existe depuis 1945, donc qui n'est pas un nouveau marché, en y mettant de la technologie, de la fluidité, de la facilité d'achat, de la facilité de vente, de la meilleure connaissance des uns et des autres. Et j'ai monté cette plateforme. Et la bonne idée que j'ai eue en 2000, parce que ce n'était pas évident, tout était gratuit sur Internet, hein, là aussi, je pense que vous en rappelez, on faisait gratuit, on avait beaucoup de trafic, et puis après on vendait de la pub, et on vivait beaucoup sur les motels pub. Et moi, je me suis dit, bien éduquée chez Coca-Cola avant dans les services payants, je vais vendre le service au comité d'entreprise. Et donc, je leur vends un abonnement ou une plateforme. Maintenant, j'ai des outils de gestion aussi, de gestion de budget. Donc, j'ai la plateforme e-commerce, la gestion, l'outil de gestion et les sites Internet. Donc, j'ai toute la solution combinée. Et je vends ça au comité d'entreprise. Ils payent ce service et ensuite, les salariés peuvent utiliser comme ils veulent. Donc, c'est un modèle B2B2C. Voilà, qui a fonctionné assez vite parce que effectivement, j'ai commencé à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients, 10 clients. Et assez vite, j'ai racheté une société. Donc, j'avais peut-être 4-6 mois de boîte. Et puis, j'étais allée sur les salons. Et là aussi, je pense qu'au début, il faut un peu impressionner. Donc, sur les salons, j'avais pris 30 mètres carrés. J'avais des ordinateurs partout. Et donc, les gens m'ont vu arriver comme ça en disant, c'est qui cet ovni? Et du coup, y a un monsieur qui un jour me dit, déjeunons ensemble, on est dans la même rue. J'étais rue de Lourmel puisque j'avais levé 2 millions d'euros et j'étais donc chez Coach Invest, qui était un incubateur à l'époque. Et ce monsieur déjeune avec moi et je comprends au bout d'un quart d'heure qu'il veut me vendre sa société. Et là, je me dis, mais c'est dingue, j'ai jamais racheté de société, je viens de me créer. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai repris sa boîte qui avait 150 CE. Et du coup, ça m'a donné aussi une impulsion forte pour aller plus vite. Voilà, donc avoir l'envie, avoir l'idée, peu importe l'ordre.
quitté le salariat, puisque chez Coca-Cola, je pouvais encore passer des années, je m'éclatais, et j'avais un super job, et j'aurais pu continuer. Mais là, l'envie, en fait, la première qualité, moi, je trouve, c'est avoir l'envie. Voilà. L'envie plus que tout, parce que ça vous permettra de sauter toutes les montagnes qu'il y aura, parce qu'il y en aura beaucoup, et ça vous permettra chaque fois d'avoir un optimisme incroyable pour pouvoir dépasser tout ça. Alors, comment fait-on pour accélérer le business ? Alors, accélérer le business, c'est toujours pareil. Dans la théorie, il y a la croissance organique, qui est la dynamique commerciale, et puis la croissance, on va dire, externe, qui sont les rachats. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de croissance organique. Donc, j'avais une force de vente. Donc, moi, vous l'avez compris, une culture très commerciale et marketing. Donc, assez vite, j'avais des commerciaux qui allaient, qui abonnaient les CE, qui les réabonnaient. Donc, l'intérêt du modèle payant, c'est aussi d'avoir une récurrence dans le modèle. Et puis, on allait vite parce qu'il y avait un time to market. Moi, je voyais pas mal de groupes qui disaient vouloir se lancer parce qu'on a toujours une peur, c'est que quelqu'un se lance et fasse la même chose que nous, avec des modèles qui pourraient être différents, gratuits, ou des gros groupes qui... Bon, là, moi, je conseille de continuer et de tailler sa route parce que de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous copier. Mais il faut continuer. Et puis, de la croissance externe. Moi, j'ai racheté un peu plus de 13 sociétés, 14. Donc, beaucoup des MeToo, comme on dit, des sociétés qui font le même métier, mais dans des régions. Donc, Bordeaux, Rennes, Lyon, etc. Et puis, j'ai racheté des portefeuilles de clients avec des activités. Donc, ça m'a permis de grossir plus vite. Et puis, j'ai racheté une boîte de technologie pour faire ces logiciels de gestion. Parce qu'avec la loi Sapin, donc, les CE doivent s'équiper de logiciels. Et donc, c'est important d'avoir cet outil. Et puis, j'ai racheté une autre société qui fait de la fidélisation, puisque je fais aussi ces systèmes à points. Donc, j'ai dupliqué le modèle. Je suis passée de Canal CE à Calidea, parce que Canal CE, c'est pour les comités d'entreprise. Et Calidea, c'est bien évidemment pour les comités d'entreprise. Donc, Calidea CE. Mais j'ai aussi monté Calidea PME, qui est pour les PME, donc micro-entreprises, entreprises qui ne sont pas encore à 50 salariés, mais qui ont envie d'offrir ces avantages à leurs salariés. Donc, Calidea PME et Calidea Pulse, qui est l'incentive, la motivation et tous les systèmes à points et récompenses. Alors, est-ce que vous avez fait des erreurs ? Des erreurs, je pense qu'on pourrait tous se dire qu'on en fait plein. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est en faire, mais ne pas les regretter. Parce que c'est vrai que la première qualité du chef d'entreprise, c'est prendre des décisions. On est obligé de prendre des décisions, et pas qu'une fois tous les 6 mois, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par jour parfois. Donc, j'ai envie de dire, il faut se dire que la décision que vous avez prise, au moment où vous l'avez prise, vous aviez les éléments nécessaires pour décider. Après, je pense que les choses auxquelles il faut faire attention, c'est votre capital. Alors, au début, on est super généreux. Moi, j'ai démarré, j'avais que 60% de mon capital parce que j'avais demandé à des copains de mettre un peu d'argent, et du coup, ils avaient pris 40%. Donc, regardez bien qui vous mettez dans votre capital, parce que c'est mieux d'avoir des gens actifs plutôt que des sleeping, comme on dit, qui vous ont mis un peu d'argent, mais qui après bossent un petit peu moins et bossent même pas du tout parfois. Donc, faire attention à son capital. Ne pas l'ouvrir trop tôt, parce que sinon, effectivement, on est très vite dilué. Donc, ça paraît rien. Au début, c'est pas grand-chose, mais vous verrez que moi, j'ai fait une levée de fonds en 2008 de plus de 10 millions d'euros. Et là, je me suis battue pour 1% de mon capital. Donc, vous voyez, le capital prend de la valeur au fur et à mesure que la boîte grossit. Donc, faites attention à votre capital, mais sachez l'ouvrir aussi, parce que c'est comme ça qu'on fait de la croissance. Moi, si je n'avais pas levé de financement, et à l'époque, les crowdfunding n'existaient pas, donc moi, j'ai fait du Love Money, j'ai fait des incubateurs, j'ai fait aussi du business angel, et puis j'ai fait aussi des capitaux risqueurs, et puis du capital développement en 2008. Donc, je pense qu'ouvrir son capital, ça permet d'aller plus vite, parce que ça m'a permis de grossir, de développer la taille, les salariés, les structures, la R&D. On fait beaucoup d'innovation aussi. Et puis, la troisième chose, je dirais que c'est essayer de... acheter peut-être son immeuble. Ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais je pense que c'est bien aussi de diversifier son patrimoine. Moi, effectivement, j'ai tout mon argent et mes économies dans ma boîte, mais si vous pouvez acheter l'immeuble dans lequel vous avez votre société, c'est peut-être bien. Moi, je sais que j'ai des amis qui l'ont fait. Ça permet d'avoir un patrimoine au bout de 5, 10 ou 15 ans. Et puis, voilà, moi, ça fait 15 ans que j'ai créé, donc j'aurai certainement l'immeuble dans lequel on est. Enfin, pas le nouveau, mais l'ancien. Parce que là, j'ai mis 1000 mètres carrés, donc j'aurais pas pu. Et puis voilà, je crois qu'après, il faut, des erreurs, on en fait certainement, mais il faut pas les regretter, puis il faut y aller, quoi. Est-ce que je peux poser la même question à Vincent et à Henri, à qui je ne l'ai pas posée tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez faite, pour laquelle vous conseillez à tous les gens qui vous écoutent de ne pas faire la même, si c'est possible ? Ils réfléchissent. Moi, je les ai dites tout de suite. Oui. Non, mais les femmes, c'est toujours plus franc. Pardon, mais comment ça Vas-y. En tout cas, quand on est sur la partie web, il y a l'erreur à ne pas commettre qu'on a commis nous et qui nous a coûté quand même cher. Je vous parlais d'une double levée de fonds à peu d'intervalle. C'est le résultat de cette erreur-là, c'est qu'il faut,
quand vous lancez sur un projet web, impérativement dans les associés, avoir quelqu'un de la partie technique, c'est-à-dire qui va développer votre idée. Même si vous êtes un marketeur ou un communicant et que vous avez une idée d'un site web ou d'une appli, n'essayez pas, selon mon expérience, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais de faire développer votre site ou votre appli par une société externe, par un prestataire extérieur. Incluez quand il est temps, au tout début, parmi les associés, quelqu'un à qui vous allez partager le gâteau, mais qui va vous assurer le développement de vos propres produits. Sinon, vous êtes dépendant du coup de la volonté d'une agence ou de la volonté d'un prestataire. Quand vous conduisez votre premier projet web et techno, c'est très très dur de se comprendre avec un prestataire extérieur parce que vous ne comprenez pas leurs contraintes du tout. Et eux ne comprennent pas non plus le fait que vous ne comprenez rien à ce qu'ils vous racontent. Et donc du coup, c'est un discours qui est très compliqué. Et pour être complètement franc, à peu de choses près, si Xange n'avait pas été si magnanime, on avait tellement peu avancé au bout de 6 mois, au moment où il fallait déjà quasiment relever des fonds, qu'on aurait pu disparaître. Et donc cette erreur aurait pu être fatale chez nous. Donc, encore une fois, si vous vous lancez sur le web ou dans la techno, mettez un techos, pour prendre l'expression consacrée, dans les associés, c'est primordial. Mais c'est vrai que les développeurs, c'est une des choses, enfin, une des personnes les plus dures à trouver en France. Non, ça c'est plus vrai, ça. Il y en a Depuis plein. 42, ça. Non, c'est un peu comme les nouvelles technologies, ça c'est un peu une légende. Et maintenant, des développeurs, il y en a beaucoup. C'est plus compliqué d'en trouver des très bons. Mais il y a quand même des dizaines, enfin des générations entières de développeurs aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs quand vous avez un projet à vous rapprocher des écoles. Ils ont plein de petits incubateurs qui permettent de rencontrer des gens en local. Et donc il y a quand même une pénurie de développeurs, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on est tous en quête de très bons développeurs. Mais pour démarrer un projet comme ça, vous trouvez toujours, en fonction de l'âge que vous avez, peu importe l'âge du développeur que vous allez prendre, s'il a 22 ans, 23 ans, parce qu'il est encore à l'école, c'est pas un souci, c'est lui qui sait, vous savez pas en fait. Ça, vous vous rendez compte que quand vous avez mal fait plus tard. Donc, du coup, c'est un conseil à suivre, je pense. Et Henri, une erreur ? Je partage cette idée que si on veut travailler autour de l'Internet, et c'est quand même l'Internet qui crée les ruptures, donc qui permet aux gens d'essayer de créer une nouvelle rente, parce que finalement, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils essayent de faire d'une certaine façon. Et de briser les anciennes et de s'en créer des nouvelles. Voilà. L'intégration de l'IT et du marketing est essentielle. Sinon, on n'avance pas et on ne peut pas le faire. Et donc, je pense que la chose la plus difficile à faire, c'est la gestion des associés et donc la gestion du capital. Et ça, quand on se trompe là-dessus, c'est psychologiquement très dur. Un associé, c'est sacré. Hein. Entreprendre tout seul, c'est bien. Je pense que d'avoir des associés, c'est beaucoup plus enrichissant et c'est une aventure formidable. Et en même temps, une erreur d'associé ou une trahison d'associé, c'est encore pire qu'une trahison amoureuse. C'est quand on crée une entreprise. Donc c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Oui, le cash est important aussi. Et juste une chose, les Américains disent toujours fail fast and cheap. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur en France. Si on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la bonne direction, ça ne vaut peut-être pas la peine de s'entêter, un petit peu quand même, parce qu'on ne va pas changer toutes les capes matin. Mais voilà, il faut savoir aussi... Cassez-vous la figure, mais vite et... Voilà, vite et pas cher. Voilà. Moi, j'ai fait quelques erreurs aussi d'acquisition, une ou deux, auxquelles je pense. Et si j'avais arrêté plus tôt, peut-être que j'aurais économisé peut-être 1 million de trésorerie. Bon, merci pour cette franchise. Alors, on continue avec Catherine Héressis, donc cofondatrice de PAP, particulier à particulier. Premier journal d'annonce immobilière sans intermédiaire. Bon, en 3 décennies, le pionnier de l'annonce immobilière est devenu un des acteurs majeurs du marché de l'immobilier, avec tous ces services que vous avez mis autour des petites annonces, évidemment. Bon, vous êtes toujours un des 5 sites français les plus consultés, mais vous avez aussi développé des services, des fonctionnalités, l'édition des premiers guides juridiques, la création du service évaluation, du service diagnostic. Voilà, au fil des temps, vous avez même créé de nouveaux titres. Enfin, voilà, il y a tellement de choses que je ne vais pas aller dans le détail, mais la dernière diversification, je crois que c'est un projet qui vous tient très à cœur, c'est un magasin qui s'appelle BU, c'est ça ? Oui, BU. Voilà, qui est à l'angle de la rue du Cardinal Lemoine et de la rue de Jussieu, dans le 5e. Je fais de la pub au passage. Et c'est un concept store tout public dans lequel on trouve un peu de tout, à des prix toujours abordables, papeterie, rangement, de la table, enfin voilà, donc c'est les senteurs et bien-être. Enfin, c'est assez original, je trouve, de là où vous êtes parti, de finir par créer un magasin. Pourquoi ce parcours un peu à rebrousse-poil? Bon, alors déjà, PAP est né d'une idée tout à fait pratique,
C'est-à-dire que j'étais étudiante, je cherchais un logement. Les commissions d'agence, c'était vraiment beaucoup trop cher pour moi. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas faire la transaction directement de particulier à particulier ? Il n'existait pas grand-chose, sauf des petites annonces qu'on trouvait derrière les Monoprix ou les endroits de culte. Et donc, on a essayé j'ai essayé de réunir ça. Et finalement, ça a fait un premier journal, puisqu'à l'époque, pas d'Internet, pas de Minitel, rien de tout ça. Un premier journal avec 12 pages, 92 annonces. Bref, c'était complètement ridicule. Et pourtant, la mayonnaise a pris. Et les personnes devaient attendre le concept parce que finalement, on a vu tout de suite des gens venir avec leur petite annonce et accepter de payer la petite somme que nous demandions. Voilà, donc ça c'est la naissance. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Je réponds tout de suite à votre question. On anticipe, je vois. Oui, on les a toutes faites. D'abord, la première très, très grosse erreur, c'est qu'on a bossé avec des amis. Ça s'est très, très mal passé. Ensuite, on a essayé d'avoir un petit peu d'argent auprès des banques parce que malheureusement, il n'existait pas d'autres modes de financement. Les banques nous ont regardés en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces uluberlus ?» Mon mari, qui m'avait rejoint très vite, et heureusement qu'il m'a rejoint, avait les cheveux longs, un pull à col roulé, et moi, vraiment une tête d'étudiante, donc ça, on n'arrivait pas à convaincre des personnes. Donc on a été obligé de se débrouiller tout seul. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment génial. Je remercie les banques de ne pas nous avoir suivis parce que ça nous a laissé 100% du capital et ça, c'est absolument merveilleux. 100% du capital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la liberté. La liberté d'innover, la liberté de ne pas effectivement distribuer de dividendes. Et on a eu des moments fabuleux, notamment avec 3615 PAP. Le Minitel, c'était absolument génial. Et bien là, on a recréé d'autres entreprises. On n'a pas arrêté. On a fait des journaux pour le neuf, pour faire construire sa maison, des journaux pour les personnes qui cherchent des locaux commerciaux, des bureaux, les personnes des vacances. Bref, on a investi tous les domaines de l'immobilier avec une joie considérable parce que moi, j'aimais ça. En fait, je suis très, très heureuse d'avoir contribué à loger un peu plus de 10 millions de personnes en France et j'espère l'avoir fait dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'était vraiment le pied. Et puis, quand même, est arrivé, après l'époque Internet, l'époque Minitel, est arrivé Internet. Aïe. Le Minitel, ça rapportait beaucoup, on était très riches. Internet, ça demandait beaucoup d'argent. Les informaticiens étaient pas trop bons parce que pas cultivés sur ce média-là. Et donc, on a cahoté, on a toussé, on a suivi les autres, on a copié. Alors ça, je le donne aussi comme un petit peu un truc. N'hésitez pas à copier les bonnes idées, copiez-les, quoi. Bon, on a copié les sites internet qui nous paraissaient les meilleurs, tout en mettant quand même notre petite patte, notre petite sauce. Et finalement, ça a donné un site, PAP, qui a remplacé tout doucement le print et qui est devenu un des sites leaders en France d'ailleurs, puisqu'il était extrêmement consulté, terriblement consulté pour un site qui n'a d'ailleurs que des annonces immobilières. Mais je crois que beaucoup de personnes ont soit besoin de se loger, soit rêvent sur le logement, soit souhaitent consulter à quel prix est leur actuel bien alors qu'ils l'ont acheté il y a un certain laps de temps. Donc PAP, ça sert à tout ça. Donc voilà. Donc Internet, mais Internet, moi, c'était pas mon feeling. Or, j'avais une fille qui était devenue entre-temps ingénieure informatique et puis qui n'avait pas de stage parce que ça ne l'avait pas intéressée, qui m'a téléphoné en me disant « Écoute, j'aimerais bien venir faire un stage à PAP parce que le stage de fin d'études, je ne sais pas où le faire. » Je lui ai dit « Oui, d'accord, si tu veux, viens au service informatique. » Elle m'a dit « Oui, mais j'ai un petit problème. Je viendrai bien avec 2 copains, mais je te promets, ce sont les meilleurs de mon école. » Je dis « Oh, d'accord. » Ils sont venus. Ils y sont toujours. Et puis la fille, gentiment, m'a poussée. Elle m'a poussée dehors. Et comme j'avais quand même sans doute la fibre entrepreneuriale, je me suis dit, oh, zut, j'ai quand même pas envie de ça. Alors,
on avait fait construire un immeuble. Là, je rejoins Sandra. C'est assez sympathique. C'est assez sympathique d'avoir un immeuble. D'ailleurs, déjà parce qu'on y fait ce qu'on y veut aussi. Donc, on avait fait construire un immeuble à Jussieu, dans le 5e arrondissement. Et il restait 500 mètres carrés commerciaux au rez-de-chaussée. La première idée, ça a été de louer. Et puis, je me suis dit, je ferais bien la grande papeterie, parce que c'était un jeu de mots, ça me faisait marrer. Allez, je fais ça. Et puis, au siècle d'Internet, faire une papeterie, c'était un petit peu stupide. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une papeterie, mais je vais mettre aussi un peu des trucs pour enfants, parce que les choses pour enfants, ça marche bien. Puis, je vais mettre aussi un petit peu d'épicerie, parce que les gens sont gourmands. Puis, je vais mettre aussi un peu, bref, c'est devenu un magasin multifonction. Et moi, j'ai découvert, parce que je n'avais comme expérience que la presse, je n'avais donc jamais fait un commerce. Et je démarrais quand même par un commerce de 500 mètres carrés. Ce n'était pas la petite boutique du coin de la rue. Je me suis dit, zut, comment on fait ? Et bien, une nouvelle fois, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai regardé d'autres commerces. J'ai pas arrêté de faire les magasins, ce qui n'était pas du tout quelque chose de désagréable, vu que j'aimais bien ça. Donc, j'ai essayé de voir comment on pouvait faire, et c'est comme ça qu'est né Bu. Ça a 2 ans et demi. Ça marche du feu de Dieu. J'apprends tous les jours beaucoup de choses, et je crois que dans la joie d'entreprendre, parce que on le dit pas assez, il y a vraiment une énorme joie à entreprendre. Franchement, je vous le dis à tous, si vous êtes en train de créer un projet, allez-y, parce que on apprend tous les jours, on s'ennuie pas. Alors on a des fois des problèmes par-dessus la tête, on dort pas, etc. Mais c'est pas grave. On a la joie de résoudre des problèmes, on a la joie de pas être un suiveur, de pas être un mendiant, de pas être dépendant d'autrui. On est son propre responsable. On se plante. Ben, on va apprendre justement de ses erreurs, et puis on réussit. Ben, voilà, on est tout seul à se féliciter, mais qu'est-ce qu'on est content. Voilà, je voulais vous dire ça. Mais alors quand même, vous avez expliqué que vous avez créé 100 banques puisque les banques ne voulaient pas de vous, et que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de KissKissBankBank et autres Landopolis. Alors, comment vous avez fait quand même ? Par quel miracle ? Alors, vous avez hypothéqué votre maison ? Non, parce qu'on n'en avait pas. On était étudiants. Alors, je dis on parce que mon mari m'a très vite rejoint. Mon mari faisait des études d'ingénieur en bâtiment. Il était à l'ESTP. Et moi-même, j'ai fait des études de droit et de lettres. Où on me disait tous les jours, d'ailleurs, vous allez devenir chômeur, parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas... Oui, déjà. Enfin, pas en droit. En droit, on ne me disait pas ça, mais je faisais en lettres, on me disait, il n'y a absolument aucun débouché, vous allez devenir chômeur. Bon, bref, j'ai fait des petits jobs, j'ai énormément appris de plein de petits jobs que j'ai faits, et notamment, j'ose le dire, j'ai travaillé 3 mois dans une agence immobilière, et c'est grâce à ça que l'idée de PAP est née, parce que je me suis dit, mais c'est invraisemblable, il y a plein de choses à faire. C'est pas très très clair non plus ce qu'ils font toujours avec les particuliers. Donc nous, on va faire quelque chose de correct, de bien, etc. Donc grâce à ces petits jobs, on a économisé de l'argent. On habitait un petit appartement, on est retourné dans un îlot insalubre où on avait un loyer de misère. Et en un an, on a économisé suffisamment d'argent pour lancer PAP. PAP a été lancé avec 20 000 euros. Voilà, j'ai fait la conversion pour vous le dire. Alors, c'est vrai que c'était très peu. C'est vrai que j'aurais sans doute été beaucoup plus vite si j'avais eu beaucoup plus d'argent. Mais en même temps, ça a un avantage certain, c'est que j'ai fait toutes les erreurs de début. Et je crois que tout le monde en fait, parce qu'on a beau même bien ficeler son projet, il y a toujours des imprévus, on ne connaît pas suffisamment le marché, les consommateurs ne réagissent pas exactement comme on le pensait. Eh bien, en ayant peu d'argent, finalement, on fait des erreurs à petite échelle. Et ça, je crois que c'est vraiment important de démarrer petit, parce que, et c'est comme ça qu'on ne se plante pas trop gros. Et franchement, nous, on ne s'est pas planté trop gros. D'ailleurs, si on avait eu plus d'argent, je pense qu'on n'aurait pas survécu.
En fait, on a survécu parce qu'on avait faim. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait faim. Il fallait vraiment qu'on se débrouille parce qu'on n'avait rien d'autre derrière nous pour nous secourir. Et ensuite, parce qu'on a fait des erreurs à petite échelle. Donc, c'était plus sympathique que les faire à grosse échelle. Alors, une dernière question. Dans les conseils que vous donnez, en général, il y a aussi un conseil par rapport au recrutement, parce que vous avez fait aussi des erreurs en la matière. Oui, alors je vous disais qu'on a démarré avec des amis. Alors ça, c'est vraiment pas la bonne idée. Et puis ensuite, le recrutement, j'avoue qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a des choses comme ça qui sont terribles. À l'école, on ne fait pas de droit. Enfin, je parle dans le secondaire et certains créent dès la sortie du secondaire. Et puis même d'ailleurs après, on ne fait pas de droit si on ne se spécialise pas sur le droit. Et c'est infiniment dommage parce que ça aide malgré tout, ça aide avec la paperasse, ça aide à comprendre des choses, ça aide avec la législation qui est emmerdante au possible. Bon, et on n'apprend pas non plus, on n'apprend pas à recruter. Alors vous allez me dire, recruter, ça ne concerne finalement que les personnes qui font une entreprise. Non, moi je ne suis pas d'accord. Recruter, c'est quelque chose qui va toute votre vie vous concerner. Vous serez soit vous-même recruté, soit vous serez recruteur. Et je trouve que c'est fondamental pour une entreprise. Si je devais dire comment PAP a progressé parce qu'on a su, à un moment donné, recruter un peu intelligemment. C'est quoi recruter un peu intelligemment? C'est d'abord recruter des optimistes. Les gens pessimistes, ça vous fout le bourdon, c'est absolument insupportable. Il ne faut recruter que des gens qui ont la banane depuis le matin et qui savent très bien laisser au vestiaire leurs problèmes perso. J'ai eu une grève de train, ma femme est malade, la SNCF ne va pas... Enfin bref, tout ça, on s'en fiche. Les gens qui arrivent et qui ont la patate. Et parce que la patate, il faut qu'on vous la donne. Vous pouvez l'avoir à titre perso, mais si vous êtes avec des gens qui vous l'enlèvent parce qu'ils sont pleins des malheurs constamment, c'est empoisonnant. Donc on a recruté des optimistes, je crois. Ça a été vraiment très vite une chose dont j'avais besoin. On a recruté des gens gentils. La gentillesse, c'est une vraie valeur d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai détesté très vite les gens méprisants. Il y a des cadres qui ne voient pas les autres populations, les salariés premiers de l'entreprise. Or, les salariés premiers de l'entreprise, ils sont tout aussi nécessaires. Aller avoir, alors à l'époque, une standardiste qui fasse la gueule ou un manutentionnaire qui ne fasse pas ce qu'il faut, c'est tout aussi désagréable que d'avoir d'autres personnes. Donc, vraiment, la gentillesse, c'était une valeur fondamentale de l'entreprise. Et puis autre chose, la compétence. Mais la compétence d'aujourd'hui et la compétence de demain et pas forcément la compétence d'hier. Quand je dis ça, ça veut dire que moi, je me suis toujours dit, ce qui m'intéresse, c'est ce que les personnes vont faire avec moi. Et pour qu'elles fassent bien avec moi, il y a deux personnes. Il y a eux, mais il y a moi aussi. C'est-à-dire que j'ai une implication dans le fait que mes salariés, les personnes avec lesquelles je bosse, soient bien. C'est-à-dire que je dois aussi avoir une correction, une honnêteté, m'en inquiéter, les voir. Tout ça, c'est important. Et d'un autre point de vue, la compétence qu'ils avaient hier dans une autre entreprise, oui, elle peut être intéressante, mais vraiment la compétence qu'ils auront demain avec moi, elle est fondamentale. Donc, on a aussi beaucoup investi sur de la formation et aussi la volonté très grande que les personnes se cultivent. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il manque énormément de culture. Manquer de culture, c'est manquer d'observation, c'est manquer d'environnement, et ça, c'est grave. Et donc, nous, on a tout fait aussi pour que les personnes à l'intérieur de l'entreprise soient des personnes qui se cultivent et qui se cultivent de façon générale. Merci beaucoup, Catherine. Je crois qu'on peut vous applaudir pour tous ces conseils. Alors, Nathanael Wright, président de Wall Street English. En 83, je crois que votre père a lancé le Wall Street Institute en France, et vous, à partir de 96, vous avez relancé cette activité qui était restée balbutiante parce que vous êtes passé en 18 ans de 700 000 € à 40 millions d'euros. Alors, expliquez-nous simplement comment vous avez fait ça. J'ai été voir mon père et je lui ai dit « tu te trompes ». Et, ah bon, et ça marche, ça, quand on dit ça à son père?
Oui, mon père était quelqu'un de très intelligent et qui un jour m'a dit faut absolument que tu reviennes dans le groupe familial. Approchez-vous bien surtout du micro parce que je vous entends. Il faut absolument que tu reviennes dans le groupe familial parce que j'ai une super idée. Je vais faire autre chose et il faut que quelqu'un gère la boîte de la famille. Et donc, je suis revenu dedans et en fait, mon père avait eu le génie, la vision de un jour, une fois qu'il avait été viré du grand groupe dans lequel il travaillait, ce qui d'ailleurs a généré ma vocation à être entrepreneur, parce que quand on a 15 ans, qu'on vit à l'étranger et que son père, du jour au lendemain, vous dit, bon, ben voilà, on retourne dans le 93, dans notre banlieue bien sympathique, hein, et on est au chômage, et ben on se dit qu'on ne travaillera jamais dans un grand groupe, hein, et c'est ce qu'on a fait. Donc, non, c'est pas vrai. J'ai fait 3 ans de banque jusqu'au moment où le recruteur est venu me voir en me disant c'est très bien, vous êtes HEC, on aime bien votre profil, etc., etc. Et moi, je lui ai dit que je voulais absolument pas travailler pour eux. Et donc, ils ont laissé tomber et je suis devenu entrepreneur. Mon père, lui, était dans la publicité à l'époque, même s'il avait monté cette école d'anglais en 83. Il a le mérite de l'avoir découverte parce que c'était un concept qui avait été lancé en Italie. Il a été voir le fondateur italien qui cherchait à se développer en dehors de l'Italie sous forme de franchise et on n'avait bien entendu pas un rond. Donc il y a été une fois, il y a été 2 fois, il y a été 3 fois, jusqu'à ce que le fondateur dise, comme il le dit régulièrement maintenant dans les réunions internationales, jusqu'à ce que mon père rentre par la fenêtre et lui arrache le contrat de franchise pour la France pour 3 € à l'époque, 1 € pour lui, 1 € pour les 2 autres associés. Et donc ça a été le plus beau deal qu'on ait jamais fait à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'après, il fallait le développer. Et c'était un concept assez particulier où finalement, on vendait des cours d'anglais à des particuliers dans un marché où il était juste inenvisageable de vendre des cours d'anglais à des particuliers en France. Il y avait la formation professionnelle. Quand j'ai commencé à dire aux gens qu'on allait vendre à des particuliers, faire de la pub dans le métro et autres, tous les commentaires qu'on a entendus de nos chers collègues, ça ne marchera pas, c'est bon signe. Les banques ne suivent pas, c'est bon signe. Tout ça, c'est juste une constante. Donc, on avait quand même une franchise. Et mon père, créateur, marketing, grand groupe, etc., je me souviens, le premier jour où on a ouvert, il avait suivi tous les concepts, il avait fait la pub au bon endroit. Et il s'attendait à ce que les gens fassent la queue pour prendre des cours d'anglais chez nous. Et le soir, je vais le voir, je dis, on a vendu combien? Il m'a dit, il n'y a eu personne. Et c'était étonnant parce qu'en Italie, apparemment, il y avait la queue pour que les gens viennent prendre les cours d'anglais. Mais bon, ça n'a pas marché comme on concevait, donc il a pensé à faire autre chose, à ne pas suivre le concept. Et il a monté une belle petite boîte qui faisait 700 000 € de cours d'anglais dans son domaine à lui, le marketing. Il enseignait l'anglais à tous les pontes des agences de publicité qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et quand elles devaient faire une présentation en anglais à des clients internationaux, demandaient à mon père de le faire à leur place en faisant croire qu'il était le patron de la boîte. Donc, ça a marché pendant un bout de temps jusqu'au jour où il a fait ça pour Absolut Vodka. Enfin, pour une agence qui traitait pour Absolut Vodka. Et Absolut Vodka a dit on vous retient, mais c'est lui qui s'occupe du compte. Et donc là, mon père m'appelle, il dit il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. J'étais à la banque. J'ai ce super contrat. Alors, je redeviens salarié et il faut que tu prennes l'entreprise. Donc, je suis revenu, j'ai pris l'entreprise. À l'époque, je travaillais comme VSN au Kenya, la banque Indo-Suez. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de la banque Indo-Suez, mais c'était une banque avec un beau petit renom. Je me souviens d'ailleurs quand je suis rentré chez eux, ils m'ont recruté et on est accueilli boulevard Haussmann. Un huissier vient vous ouvrir la porte de l'ascenseur, donc c'est vraiment très impressionnant, et vous cherchez les ordinateurs. Et vous regardez dans tous les bureaux, il n'y a pas un ordinateur. Et juste le Telex. Oui. Et on cherche, on dit, mais comment ils font? Il n'y a pas d'ordinateur. Et il n'y avait pas d'ordinateur dans cette banque. Donc,
Donc au Kenya, on avait le droit de faire un peu de change. C'était du change illégal, mais légal. On avait le droit de le faire. Et donc, comme j'étais VSN, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Et donc, je finissais par faire du change pour tous les clients de la banque. Et on gagnait bien notre vie au Kenya en tant que VSN. Et là, je reçois l'appel de mon père, comme quoi il faut que je rentre. On a hésité beaucoup, mais on est rentré. Et donc, C'est là où vous l'avez dit qu'il se trompait, alors? Bah oui, parce que il quoi y avait une belle marque. La marque avait commencé à se développer en Suisse, en Espagne et autres. Et clairement, le franchiseur nous montrait que le développement était plus rapide dans les autres pays. Et j'ai dit à mon père que je savais qu'il savait que le franchiseur était nul et que son concept n'était pas bon et que la méthode n'était pas bonne et qu'elle n'était pas adaptée au marché français, etc., etc. Mais qu'on allait quand même suivre le concept, qu'on allait reprendre la méthode, qu'on allait l'introduire en France et que ça allait marcher. Alors, vous avez fait comment, alors? Eh bien, au départ, on n'avait toujours pas d'argent à l'époque. Donc, on avait un système de cours d'anglais qu'on établissait. On avait des premiers CD-ROM. Le CD-ROM n'existait pas à l'époque. Et donc, on avait un système merveilleux où on avait des petits Atari qui marchaient une fois sur deux et que l'on installait dans les entreprises pour qu'ils prennent leurs cours d'anglais. Et j'avais décidé que ces machines valaient l'équivalent de 5 000 € et que donc si les entreprises voulaient que je les installe chez elles gratuitement, il fallait quand même qu'elles me donnent 5 000 € en caution. Et on s'est financé sur les cautions des entreprises. Waouh, dangereux comme méthode. Non, mais ce n'est pas très, très dangereux parce qu'après, les entreprises oublient qu'elles vous ont laissé ça en caution. Vous vivez aujourd'hui avec une dette au-dessus de la tête, mais que vous ne connaissez non, pas. depuis les Atari ont vécu. Je me souviens d'ailleurs, un directeur informatique de Conforama m'a dit on a essayé de craquer votre système, mais c'est tellement vieux qu'on n'y arrive pas. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour terminer à tous ceux qui essaient de se lancer aujourd'hui avec peu de fonds et quelques idées? J'ai beaucoup écouté ce que disaient mes collègues. Donc nous, moi, je suis quelqu'un de très, très conservateur en entreprise. Je pense que quand on a une bonne idée qui marche, il ne faut surtout pas chercher à faire autre chose. J'ai vu un nombre impressionnant d'entrepreneurs se divertir à l'étranger, faire une activité à peu près comparable, mais pas tout à fait. Dans mon métier à moi, des pays comme la Thaïlande qui ont été achetés, Hong Kong et puis Tokyo, puisqu'on achète des villes ou des pays, qui se sont ruinés parce que quand on va à Hong Kong et qu'on est à 8 heures de Bangkok, et ben finalement on n'est plus à Bangkok et donc la maison mère commence à couler parce que les forces vives sont ailleurs. Et puis reproduire, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, reproduire un succès, c'est très compliqué. Là, si vous en tenez un, tenez-le bien, essayez de ne pas le partager avec 450 000 actionnaires. Et donc, nous, on est sur un système où on est tranquillement à 100% de notre entreprise, sans levée de fonds, je ne sais pas ce que c'est qu'une levée de fonds, sans dette à court terme au niveau des banques, parce que si jamais on vous prête de l'argent à court terme, vous êtes entre les mains, entre les griffes des banques. Parce que le jour où elles ne sont plus d'accord avec vous pour une raison ou pour une autre, elles ont 60 jours pour vous rappeler vos encours. Donc ne prenez jamais de caution personnelle, ne prenez jamais d'emprunts à court terme, toujours des emprunts à moyen terme, parce que les emprunts à moyen terme, là c'est vous qui décidez, c'est plus la banque qui décide. Merci beaucoup Nathanaël. Alors, pour terminer, Benoît Lahaye, qui est président et fondateur du réseau de franchise Attila System. Donc, vous étiez conducteur de travaux pour une société de couverture et vous constatez que les petites et moyennes réparations de toiture sont délaissées au profit des grosses réfections. Et c'est justement à l'occasion d'un appel d'offres, d'une non-réponse justement à un appel d'offres pour l'entretien du toit d'une église que vous avez le déclic. Il n'existe aucune technique vraiment performante pour nettoyer efficacement les toits. Et c'est alors que vous êtes rapproché de techniciens en robotique et que vous avez créé un outillage spécifique pour le nettoyage des toits.
Et le premier prototype est né en 2002 et a été dénommé Attila. C'est bien ça, le début de votre histoire. C'est ça, c'est ça. Alors, comment vous êtes passé donc de salarié à entrepreneur? Ça s'est fait naturellement ou dans la douleur? Dans la douleur. Je ne suis pas étonné de votre réponse. Non, mais non, continuez. vraiment dans la douleur. Alors, c'est vrai que je me sens assez proche quand on parle de micro-entreprise parce que moi, je suis un autodidacte qui a un CAP en poche de couverture, plomberie couverture. Donc, je trouve que vraiment, démarrer de rien, c'est quelque chose qui me parle et je rejoins mes interlocuteurs précédents. C'est juste passionnant d'entreprendre dans ce pays qui est la France et qui, aujourd'hui, je vous certifie qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir en France et de très loin. Donc, on est parti de 1 000 euros. À l'époque, avec ces 1 000 euros, j'ai pu emprunter 25 000 euros dans les années 2002. J'ai cru qu'il me faudrait 100 ans pour rembourser cette somme. Et puis, en effet, un chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui n'a pas peur de se tromper, qui sait qu'il va se tromper. Et finalement, c'est en réglant les erreurs qu'on va réussir à avancer. Donc, moi, j'ai constaté simplement chez ce chef d'entreprise où j'étais salarié qu'il y avait une relation à la clientèle qui était assez atypique et en fait il n'y avait pas de relation avec le client, il était porté sur la technique et donc on n'était pas du tout dans un système de service et de relation au service. Donc après m'être fait engueuler par ce chef d'entreprise parce que je voulais entretenir cette toiture, j'ai émis l'idée de créer un robot. Donc là évidemment ça a fait rire tout le monde dans l'entreprise, personne ne pensait qu'on pouvait créer un robot pour s'occuper des toitures. Et à force de persévérance et de ne pas lâcher, j'ai rencontré des personnes, puisque je me suis fait accompagner à la porte par 4-5 sociétés industrielles qui me prenaient pour un huluberlu. Et à force de persévérance, j'ai réussi à monter ce robot avec ces 2 personnes. Ce premier chantier a été une réussite, on est dans les années 2003. Et puis, au-delà de simplement ce robot, l'idée est de dire on peut faire de la maintenance de toiture, amener de devenir le Midas de la couverture, faire de la prestation de service. La chose qui m'a frappé à ce moment-là, c'est comment on va le faire. Parce qu'on parle beaucoup d'entreprendre, on parle beaucoup de se bagarrer, mais on a aussi beaucoup parlé de réseaux sociaux, de trouver un moyen pour ne pas se retrouver isolé dans son coin. Et moi, je crois que l'ère industrielle est bien terminée. Ce qui a fait la richesse de l'Europe est terminé. Il va falloir travailler avec beaucoup plus d'intelligence collective. Je pense que le chef d'entreprise isolé n'a pas beaucoup d'avenir dans ce monde économique. Et donc, moi, je me suis tourné vers un modèle qui m'a paru intéressant parce que je me sentais moins seul, qui est le modèle de la franchise. Donc, le modèle de la franchise, c'est vous avez une idée et puis vous savez que vous ne savez pas, hein, je rejoins aussi ce qui a été dit, et que vous ne pourrez rien faire tout seul, ou que vous n'en avez pas envie. Et donc, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes. Et donc, cette persévérance, il va falloir convaincre, il a fallu fédérer autour de moi. Et à force d'avoir réussi à fédérer, aujourd'hui, on était dans les années 2002, et pendant 10 ans, il a fallu vraiment se bagarrer jusqu'aux années 2010, 2012. Et aujourd'hui, le réseau est passé d'une entreprise qui faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires à... on est à peu près aux alentours des 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 55 sociétés en France sur ce modèle de l'intelligence collective et cette capacité à mutualiser. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? C'est le commercial, c'est la technologie, c'est l'administratif, c'est les recrutements, les ressources humaines? À peu près tout ça. Donc, tout a été difficile. Tout a été difficile, mais en même temps, il ne faut jamais prendre, on le redisait tout à l'heure, un chef d'entreprise, ça ne doit jamais être un problème. Ce que vous allez rencontrer, ça doit être des contraintes que vous allez positiver, que vous allez optimiser, dont vous allez vous servir pour, je dirais, rebondir. Donc, moi, je n'ai pas eu ce ressenti de problème. J'ai eu des choses qui m'ont permis d'avancer. Et donc, j'insiste sur le fait que ça a démarré l'idée en 2000. On est en 2016. Il y a eu 10 années de persévérance avant de voir les choses prendre tournure. Alors, vos chiffres aujourd'hui, c'est 55 agences en France, c'est oui, ça 55 35 agences. millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Et plus de 350 collaborateurs. Absolument, avec un développement aux alentours de 10 sociétés par an. Encore une fois, quand on a commencé, les sociétés faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires, voire même 50 000. La mienne faisait 50 000. Mais quand on est capable de mutualiser, d'optimiser, de fédérer,
Je pense que voilà, aujourd'hui, on n'est plus à 50 000 ou 100 000 la première année. On est sur des sociétés qui font 300 000 à 400 000 la première année. Encore une fois, c'est la capacité de mutualiser les bonnes pratiques, la capacité à les faire incuber et la capacité à finalement le redéployer. Mais on n'invente rien. On n'est que dans l'observation. On n'est que dans l'optimisation. Il n'y a rien de magique dans tout ça. C'est simplement du bon sens. C'est la capacité de regrouper des chefs d'entreprise entre eux et de mutualiser un savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, les fameux, soi-disant qu'en 2 jours, il y a plus de données sur le net qu'il y en a eu en 100 ans. Il semblerait que la compétitivité de demain, ce n'est pas la donnée, c'est de la traiter, la donnée. Donc il va falloir que nos chefs d'entreprise soient capables de traiter cette donnée, parce que sinon, on ne sortira pas pour le coup de l'Europe, quoi, hein. Il va falloir apprendre à traiter. Et semble-t-il, ce n'est pas les problèmes technologiques, parce que les machines, on a passé le cap des Atari, donc on a des machines capables. L'enjeu va se jouer sur les hommes. Est-ce que les hommes vont être capables d'utiliser ces machines pour traiter les données? Et donc, le modèle de réseau est quelque chose de vraiment très intéressant. Et on a la chance, pour le coup, en France, d'avoir le système de franchise le plus abouti au monde. Vous êtes content d'avoir entrepris en France? Ah oui, moi je suis ravi d'avoir entrepris en France. Moi je suis un fanatique de la France, donc moi c'est vraiment quelque chose où pour voir ce qui se passe, pour voyager un tout petit peu, on a un pays fantastique, hein. Quand on voit la BPI, quand on voit que nous on crée de l'emploi et on crée des sociétés, il y a un nombre de choses incroyables en France. Voilà, quand on sait qu'on peut créer une entreprise pour 150 000 € et que 50% est couvert par l'État, ça n'existe nulle part ailleurs. Et voilà. Donc, et puis je vous le dis, si les banques refusent, je vais prendre c'est pas pareil que les capitaux risqueurs ou ce genre de choses, hein. Mais à un moment donné, ça rend service aussi, hein, quand ils disent non, hein. Donc il faut se battre, commencer petit. Je rejoins. Il faut commencer petit parce que petit à petit, on arrive à grossir. Mais voilà, il faut vraiment la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui paye. J'ai pour habitude de dire, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de conviction, mais aucune certitude. Ce sera le mot de la fin. On vous applaudit. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle avant de laisser Jean-Paul Huchon de faire le mot de conclusion. Alors, on me dit non, pas une seule question. Bon alors, je suis désolée. Ah d'accord, on fera les questions après. Bon, on a commencé... non mais après... Ah, Monsieur Huchon est patient, ça c'est gentil. Alors, je prends quelques questions s'il y en a. Non, s'il n'y en a pas, ça va être plus simple. S'il y en a une, monsieur, allez-y. Attendez d'avoir le micro pour poser votre question. Bonjour. Moi, j'avais plus une question pour M. Nathanael White, qui avait une question sur les emprunts à court terme et moyen terme. Qu'est-ce qu'il entendait exactement pour les emprunts à court terme et moyen terme? Alors, c'est tout simple. Une banque peut rappeler un emprunt un emprunt de trésorerie, un financement de trésorerie, peut le rappeler en 60 jours. Elle peut vous dire, elle vous envoie un courrier, vous dit, vous n'avez plus de ligne. Dans 60 jours, il faut la rembourser. Quand vous avez un emprunt à moyen terme, au-delà de 3 ans, par exemple, elle ne peut pas le faire. D'accord, merci. Du moment que vous payez. Okay. Une autre question, monsieur? Allez-y. Et bonjour. C'est vraiment élogieux de ce que j'ai suivi et ça nous encourage, nous, les jeunes entrepreneurs. Mais je ne sais pas, nulle part, je n'ai pas entendu de business plan, des choses. J'ai l'impression que l'intuition semble prendre beaucoup plus la place dans ce que nous avons. Alors, est-ce que véritablement faudrait-il passer par ces étapes qui sont très souvent enseignées à l'école? Merci. Alors, qui répond? Henri ou Catherine ou... Oui, tout le monde. Vincent, c'est pour la banque, mais ça ne veut pas dire qu'on y croit. Hein. Catherine. On a tous fait un business plan. Bon, vous l'avez pas forcément suivi. Alors, je trouve que c'est une très, très bonne question. Parce qu'en fait, les business plans, c'est vrai, c'est pour les banques. Et c'est aussi un petit peu pour vous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on démarre une entreprise. Je crois que ce qu'il faut pour démarrer une entreprise, c'est se dire, bon, je la démarre. Je suis le premier jour.
je fais quoi? Quand est-ce que j'ai mon premier client? Qu'est-ce que je vais lui vendre? C'est ça, en fait, c'est comment j'ai mes clients, à quel moment ils vont me payer. C'est ça votre vrai business plan. Et l'intuition plus le travail autour de quelque chose de très concret est bien plus intéressant et bien plus important pour vous que tous les business plans que vous ferez pour essayer de convaincre les futurs banquiers de votre entreprise. Vincent, vous voulez répondre aussi? Oui, je vais vous rebondir sur ce qui vient d'être dit. Au-delà de la recherche de qu'est-ce que je peux vendre à mon premier client, ce qui me paraît vital, moi, c'est de quel problème je peux résoudre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé un problème quelque part et que vous avez une réponse, alors vous avez une idée pour monter une entreprise. Non, mais Vous avez mis un point de départ essentiel. Monsieur a raison quand même. Moi, je suis maintenant franchiseur, puisque les écoles Wall Street se développent en franchise. J'ai des candidats à la franchise qui arrivent et qui me disent, bon, est-ce que vous avez un modèle de business plan? J'ai jamais fait un business plan de ma vie. Donc, on a tendance à vouloir dire... Et quand on regarde ce qu'ils mettent dans le business plan, on dit, allez, on rajoute 30%, personne ne verra rien. Et la vérité, c'est ça, c'est que personne ne voit rien. C'est-à-dire qu'on est là juste, le business plan ne sert qu'à une chose, convaincre la banque. Une fois que c'est passé, une fois qu'on a l'emprunt, la banque ne revient jamais sur le business plan. Je veux dire, c'est très étonnant comme système. Bien, une toute dernière question alors. Il va y avoir passé la parole à monsieur, désolé. Bonsoir, tout d'abord, merci. J'avais une question. Donc, vous avez tous démarré de petit, en fait. Donc, au démarrage, tout le monde est confiant, tout le monde est ambitieux, tout le monde a la force d'y aller. C'est comme les produits avec les phases, quoi. Il y a la phase de lancement, la phase de développement, la phase de maturité, et après, il y a souvent un déclin. Et aujourd'hui, souvent, les chefs d'entreprise, parce que j'en conseille beaucoup, commencent à décliner avec la nouvelle économie, en fait. Ils ne savent pas comment continuer à développer leur entreprise avec les réseaux sociaux, avec l'économie numérique. Quels seraient vos conseils aujourd'hui pour perdurer justement et pour rendre l'entreprise pérenne? Voilà, sachant que le sujet, c'était quand même micro-entreprise devient grande, hein, pas grande entreprise redevient petite. Non, justement, micro, on est motivé, mais c'est quand on devient grand, justement, comment rester motivé, oui, comment rester et trouver grand. des solutions pour rester grand, justement, pour ne pas retomber petit. Bon, c'est l'innovation. Si on n'innove pas tout le temps, l'entreprise meurt. Regardez les premières entreprises du monde aujourd'hui aux États-Unis, je pense qu'il y en a plus des trois quarts qui ont moins de 20 ans. Oui, mais ce n'est pas le cas dans le CAC 40. Et regardez toutes celles qui ont disparu. On parle des difficultés d'Air France aujourd'hui, mais TWA, Panam, United, tout ça. Donc, si on n'innove pas, on meurt. Et Internet accélère énormément le besoin d'innovation. Vincent ? En fait, Internet, oblige les entreprises à se remettre en cause non-stop sur tous leurs modèles. Donc, du coup, c'est une chance gigantesque d'avoir Internet en frontal qui vient vous aiguiller même quand vous avez un business traditionnel. C'est vrai que malheureusement, ceux qui ont du mal à l'appréhender et ceux qui le voient comme une menace plutôt que comme un levier, en général, se font disrupter très fort et disparaissent. Donc, Internet, c'est un outil au service d'eux. Ce n'est pas une contrainte qui vous empêche d'eux. Et donc, il faut le voir tel quel. C'est le seul outil qui... depuis la création de l'imprimerie, permet d'accélérer la connaissance et la transmission de la connaissance entre les gens. Ça nous permet d'être interconnectés à une vitesse folle et dans le monde entier. Aujourd'hui, des enfants du Bangladesh, s'ils sont équipés, peuvent suivre les cours du MIT ou Stanford gratuitement. On arrive à s'échanger des objets, on arrive à construire des objets sans licence avec des imprimantes 3D. Enfin bref, ça accélère tellement les particules de vie qu'il faut le prendre encore une fois comme un levier, comme une chance. L'adopter plutôt que de le prendre comme une contrainte. Je pense que l'abord du numérique, il est avant tout psychologique plus que pratique. Vraiment. Voilà, Internet, c'est un peu la concurrence pure et parfaite telle qu'on l'apprend dans les manuels d'économie, mais en fin réel, quoi. Alors, avant de... C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, sauf les rentiers, Google. Non, mais ça, c'est non, mais ce que vous venez de dire, c'est très intéressant, parce que dans les manuels d'économie, on nous apprend que le libéralisme et la concurrence parfaite se fait au profit du consommateur final. Et jusqu'à maintenant, on n'avait jamais pu le montrer parce que, par exemple, le courant électrique ou le téléphone, c'est que des rentiers, le ciment, c'est pareil, etc. L'e-commerce construit une telle concurrence qu'on arrive effectivement
à acheter des choses moins chères que partout ailleurs, et il n'y a pratiquement personne qui gagne de l'argent dans l'e-commerce. Et ça, c'est un point vraiment important, parce que on entend toujours parler du fait que l'Internet est en train de tout révolutionner et autres. Oui, l'Internet révolutionne les choses pour une chose, on ne gagne pas d'argent, on vend des adhérents. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur Internet, en gros. Quand on prend, par exemple, mon activité, qui est de donner des cours d'anglais, en 2000, on m'a dit, mais toutes les écoles, elles vont fermer. Parce que tout le monde va donner des cours d'anglais par Internet. La vérité, c'est que le client ne veut pas de cours d'anglais par Internet. Il ne veut pas parler à une machine pour apprendre l'anglais. Et donc, il vient dans nos centres. Bien entendu, on a des sites Internet pour aider, pour accompagner, etc. Mais je ne suis pas du tout convaincu qu'on doit, à chaque fois que l'on pense devenir entrepreneur, absolument chercher à créer l'application Internet ou l'application ou le modèle Internet qui va faire que tout va fonctionner. Devenez boulanger, devenez boucher, faites du service à proximité, vous gagnerez beaucoup plus d'argent qu'en faisant Internet, en faisant partie des 3 ou 4 sociétés qui vont passer à travers les mailles du filet et être achetées comme Blablacar 1 milliard alors qu'ils ne gagnent pas d'argent. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas prendre d'autres questions. En revanche, avant de passer la parole à Jean-Paul Huchon, je voulais juste faire en 7 conseils la synthèse de la conférence. 1. L'envie de créer précède l'idée du produit, comme l'existence précède l'essence, grosso modo. Donc, lancez-vous, et si vous n'avez pas encore l'idée, vous l'aurez en cours de route. 2e conseil, à l'école, on vous dit il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est faux, vendez-la, achetez un fusil avec, et vous pourrez toujours réussir ensuite. 3e, il faut avoir de la chance. Mais comme ce sont toujours les mêmes qui ont de la chance, en fait, il faut être tenace et essayer d'être au bon endroit, au bon moment. 4e, faites-vous financer par des plateformes, évitez les emprunts à court terme. 5e, incluez un associé développeur, un techos, comme on dit, si vous faites une activité sur Internet, et associez-le au capital. Sinon, ça vous coûtera beaucoup plus cher après. Donc, même si c'est quelqu'un de 23 ans, prenez un développeur avec vous. 6e conseil, le recrutement vous concernera toute votre vie. Soit vous serez recruteur, soit vous serez recruté. Alors, recrutez des optimistes, des gens gais, des gens pas méprisants. 6e, mutualisez les bonnes pratiques. 7e, écoutez, si vous voulez retrouver les témoignages des gens qui sont ici, il y en a au moins 2 dans le hors-série de l'Express, 50 idées business à la loupe. Donc, je crois qu'il y a Vincent qui doit être dedans et Sandra Legrand. Et Benoît Lahaye doit être dans un autre hors-série sur les franchises, je crois, puisque vous aviez gagné le Grand Prix de la franchise. Voilà le résumé très rapide de la conférence. Et je vais laisser à Jean-Paul Huchon la possibilité de prendre enfin la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, il y a une tribune là-bas, je crois. Non ? Je vois pas d'ici. C'est particulier de conclure une conférence à laquelle on n'a pas participé totalement, mais j'ai quand même tenu à vous écouter avant et à voir aussi les questions qui étaient posées. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui est le président de la première région d'Europe avec un budget de 5 milliards d'euros. Alors évidemment, là, c'est le contraste absolu. On est avec la micro-entreprise et moi, je viens vous parler aussi de ça. Pourquoi ? Parce que, justement, une région ne peut pas faire la même chose que les grandes firmes, ne peut pas faire la même chose que l'État, ne peut pas faire la même chose que les multinationales. Elle doit se préoccuper d'identifier les entreprises d'avenir, celles qui ont du potentiel. Et c'est très souvent des micro-entreprises au départ, et vos expériences sont illustratives de ce point de vue-là. Et ensuite, il faut essayer de faire en sorte que ces micro-entreprises deviennent de petites entreprises. Et ensuite, l'idéal serait que nous allions vers ce qu'on appelle les entreprises intermédiaires, les ETI, parce que s'il y a une différence de réussite entre l'économie française aujourd'hui et l'économie allemande, elle est principalement là. Il y a 3 fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France, et je ne parle pas de ma région particulièrement, mais il y a une culture qui consiste à prendre de petites entreprises et à les aider à grandir. Ça ne veut pas dire qu'on fait le travail à leur place. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous dites, c'est
il y a l'idée. De l'idée, il faut passer au projet. Le projet, après, ça devient la galère parce qu'il faut passer par toutes les cases, les recrutements, sur lesquels on se trompe souvent. Moi, j'ai été chasseur de tête pendant presque 10 ans. Je sais qu'on se trompe quand même. On se trompe vraiment. Sur les cadres supérieurs et sur les cadres dirigeants, mais aussi sur les associés, les gens qui vous aident à démarrer, etc. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans votre description, je n'ai pas entendu tout le monde, mais ceux que j'ai entendus après être arrivé, il y a au départ quand même des liens familiaux qui existent. Plusieurs d'entre vous ont dit je me suis mis avec mon mari, mon fils, mes parents, mon père m'a laissé la possibilité de grandir. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce phénomène ne peut pas être négligé. Et on ne peut pas travailler uniquement à partir des modèles scolaires, de l'école, de la réussite classique. Il faut être un petit peu plus ouvert que ça, me semble-t-il. Enfin, le troisième point que j'ai noté, c'est la question du réseau. C'est la question du collectif. La question, on n'est pas seul, on ne peut pas être seul, on ne peut pas réussir en micro-entreprise si on est tout seul, pas accompagné du tout. Et c'est la raison pour laquelle notre région, qui a maintenant, depuis la dernière loi qui a été votée il y a quelques semaines, quelques mois, la compétence développement économique, développement des entreprises seule, c'est-à-dire qu'auparavant, tout le monde pouvait faire du développement d'entreprise. Une des rares simplifications qui ont été apportées dans la loi de décentralisation, ce qu'on appelle la loi NOTRe, Nouvelle Organisation du Territoire de la République, cette loi, le seul éclaircissement, la seule simplification, c'est le fait que les régions seront désormais les interlocuteurs naturels et uniques des entreprises, lorsqu'elles leur apportent de l'aide, bien sûr. Mais il faut bien voir que le parcours d'un micro-entrepreneur et d'une toute petite entreprise est tellement difficile qu'il est absolument indispensable d'être accompagné. Et nous considérons que l'accompagnement, c'est plus important que le financement. Même si on peut en parler du financement, et je vais le faire dans un instant, mais l'accompagnement, c'est-à-dire essayer de cerner ce qu'on veut faire, les clients que l'on vise, le produit que l'on imagine, le service que l'on voudrait rendre. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, il faut qu'il y ait un problème pour qu'on ait envie de le résoudre. Et je crois que c'est vraiment ça. Vous partez d'un problème. Quand on voit aujourd'hui toutes les entreprises qui se créent, moi, ça m'impressionne parce que venant de l'univers de la haute fonction publique, de la banque ou de la politique, où il n'y a que des grands nombres, que des grandes quantités, si j'ose dire, se dire que quelqu'un va partir pour inventer un service qui n'est pas encore rendu et qui va partir avec très peu d'argent, parfois presque pas d'argent, et qu'il va quand même, sans se décourager, avec la ténacité qui a été soulignée tout à l'heure, aller jusqu'au bout de son rêve dans une certaine mesure, et qu'après, il est embarqué, il est dans le bateau, et il va falloir qu'il apprenne à naviguer avec des structures un tout petit peu plus lourdes, des rencontres avec des partenaires de plus en plus nombreux, variés et parfois contradictoires. Eh bien ça, c'est la vie aujourd'hui des entreprises. Et nous pensons que l'accompagnement, le conseil, la capacité à conseiller dans tous les domaines, y compris dans le domaine du recrutement, c'est très, très important. L'autre question qu'on rencontre toujours avec les petites et moyennes entreprises et avec les micro-entreprises encore plus, c'est le problème du financement. Alors on dit les banques sont frileuses. Moi, j'ai été président de la plus grande banque du monde, c'était le Crédit Agricole, dans les années 80-85. À l'époque, le Crédit Agricole n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, que n'est pas la BNP, que n'est pas la Société Générale. C'était une banque qui croyait au développement et qui était présente partout sur tous les développements possibles. Ce qui l'a conduit à enregistrer quelques magistrales casquettes et à avoir parfois des pertes. Mais il y avait un esprit de développement. Et je pense qu'aujourd'hui,
dans les grandes banques, comme elles sont totalement paralysées par les ratios extrêmement sévères, les nouveaux ratios qui sont imposés aux banques et aux entreprises, elles ne sont plus l'interlocuteur dont vous avez besoin. L'interlocuteur dont vous avez besoin, ça va être peut-être des aides régionales ou des aides apportées par certaines grandes métropoles qui en ont les moyens. Ce sont des aides, la plupart du temps, à fonds perdu. Comme l'expliquait l'un d'entre vous, ce qui était absolument impressionnant, 50% du financement apporté par l'État ou par les pouvoirs publics. Mais c'est pas ça la difficulté principale. La difficulté principale, c'est de trouver des interlocuteurs financiers qui sachent prendre des risques, qui acceptent de prendre des risques et qui sachent se faire convaincre par la description du projet. Et je suis alors totalement d'accord avec vous, le business plan, c'est bien de l'emporter chez le banquier pour lui montrer qu'on a travaillé. Mais très franchement, ce n'est pas là-dessus. Parce qu'en effet, en général, le banquier ne va pas revoir le déroulement du business plan après. Et donc, il faut trouver des gens qui sont capables de comprendre qu'une entreprise doit être suivie. Et à cet égard, vous avez quelqu'un à parler de la BPI. Je trouve que ce que fait la BPI, malheureusement pas tellement dans le domaine de la micro-entreprise, beaucoup plus dans le domaine de la PME de 20 ou 30 personnes, est un travail vraiment formidable qu'on appuie, nous, de toutes nos forces à la région, puisque quelque part, ça aurait pu être une banque régionale à partir du terrain, mais finalement, le ministère des Finances a une fois de plus imposé sa volonté, c'est-à-dire de faire une banque qui finalement pourrait être assez peu différente des banques classiques. Heureusement, avec l'appui et parfois l'acharnement des élus régionaux et des entreprises, des chambres de commerce régionales, on arrive à faire avancer les choses. Donc moi, je salue beaucoup ce que vous faites ici. Je salue bien sûr Serge Bérard et Marie-Pierre Doré parce que ce salon est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Moi, je m'y suis rendu très régulièrement. Et tout à l'heure, avant de partir, j'ai passé un coup de fil à Pierre-Antoine Gailly, qui est le président de la Chambre de commerce de Paris et de la région, pour lui demander s'il serait là. Il m'a dit non, je suis en Afrique du Sud. Enfin, il faisait une mission. Il m'a dit, quelle chance vous avez, Jean-Paul, vous allez rencontrer de l'énergie pure. Et c'est vrai. Ce que vous avez dit tout à l'heure, sans peur, avec beaucoup d'énergie, vous l'avez vécu. Nous sommes la région où le plus grand nombre d'entreprises se créent chaque année en Europe. Et donc, c'est très important. Nous disposons d'un réseau de financeurs de projets assez dense et varié. Nous avons, bien entendu, les compétences humaines, parce que c'est une des régions les mieux formées. C'est d'ailleurs une des compétences de la région que la formation. Et par conséquent, les créateurs d'entreprises peuvent s'épanouir. Ils sont de plus en plus jeunes. Pratiquement un créateur d'entreprise sur 4 a moins de 30 ans, ici en Île-de-France. Donc, les plus belles réussites d'un territoire ne sont pas produites simplement par l'apport de la région. Moi, je ne suis pas là à croire ça et à croire que les politiques ont vraiment beaucoup de moyens et beaucoup de pouvoir. Mais je pense que nous devons aider les jeunes pousses à faire les progrès et à trouver un accompagnement sérieux et pérenne. C'est-à-dire que l'accompagnement, ce n'est pas seulement dans les 3 premiers jours de l'enthousiasme des rencontres. Nous avons des outils, Initiative France, Entreprendre, la CIAGI, France Active, l'ADI, et avec des sociétés de capital risque, IDF Capital et Cap Décisif, nous arrivons à aider chaque année 10 000 entreprises pour des sommes plus ou moins importantes. Mais si on prend par exemple le cas d'une méthode que nous avons créée qui s'appelle PM Up, qui permet à une petite, vraiment très petite entreprise, si elle a du potentiel, de bénéficier jusqu'à 300 000 € pendant 3 ans, voire 4 ans, eh bien, je peux vous dire que ces entreprises, il y en a très peu
qui meurt après. Et il y en a une dont on vient de parler tout récemment dans les journaux. C'est cette entreprise qui s'est lancée dans l'éradication des allergies. C'est un médecin qui a fondé ça avec son équipe. Ils sont déjà une centaine de salariés et ils sont concentrés sur l'allergie à la cacahuète. Mais après, ça sera beaucoup d'autres allergies. C'est un patch et ils sont maintenant la veille de vendre ces patchs par millions. Et par conséquent, voilà une entreprise qui vaudra très très cher demain. Mais dans laquelle, je peux le dire, ils n'ont pas gagné d'argent jusqu'ici depuis 3 ans qu'ils ont démarré. Et ça, vous le savez, c'est le risque de ces créations d'entreprises. Nous, on sera toujours là pour les accompagner et à faire qu'elles deviennent plus grandes, mais que surtout les gens qui ont choisi cette aventure, qui n'est pas du tout une aventure salariale, etc., une aventure tout simplement de création, pourront s'épanouir et faire de la France un pays, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, où il est peut-être plus facile d'entreprendre que ce qu'on imagine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Huchon. Merci à Hervé Novelli et merci à tous les intervenants qui ont animé cette conférence cet après-midi. Bonne suite de salon, bonne soirée et entreprenez bien.